Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc sur Matchpoint Radio. La finale de Wimbledon vient de se terminer il y a 15 minutes à peine. Elle s'est terminée donc par le sacre de Novak Djokovic, son 16e titre du Grand Chelem. J'ai donc présenté Stéphane qui m'accompagnera durant cette émission. Rebonsoir Stéphane. Bonsoir Chris, bonsoir à tous. Qu'as-tu pensé de cette finale ? Écoute, là pour l'instant, je m'en remets un petit peu. Je crois comme tout le monde, j'ai d'abord une pensée très sincère, puisque j'en ai autour de moi, dans mes amis, dans la famille, pour les supporters de Roger Federer. Ça doit être quelque chose d'assez terrible, parce qu'on peut perdre des finales, mais les perdre comme ça, c'est très compliqué. J'étais en train de me dire, si c'était arrivé à Nadal, ce genre de choses... je pense que je ne serais peut-être pas en train de parler au micro ce soir. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Donc c'est très compliqué. Après, ce que j'ai pensé de la finale, on va en parler, mais c'est vrai que voilà, je crois que je l'ai dit d'ailleurs à un moment sur le forum. J'ai dit qu'il va suffire qu'on arrive à 13-12, qu'on parle de finale d'anthologie. Je l'ai écrit, on était, je crois même pas au 4e set. Voilà, donc effectivement, on a eu un 5e set assez sympathique. Faut pas oublier quand même que pendant 4-7, on s'est quand même pas tellement régalé, et surtout par la faute d'un Novak Djokovic que j'ai pas trouvé très très bon, il faut bien le dire, qui se retrouve à 2-7 partout un petit peu par miracle, et qui aura eu, je dirais, qui a trouvé dans l'hostilité à la fin, dans l'hostilité du public, qui a trouvé la force de se battre, alors que visiblement il était quand même pas dans la forme de sa vie. Bon, par où commencer et s'arrêter et tenter de faire une analyse un petit peu à froid, même si c'est compliqué. Forcément, on prépare cette émission. Durant la finale, il y avait plein de paramètres qu'on aurait pu mettre en avant et qu'on va essayer de disséquer un petit peu plus tard. Le premier que je vois, moi, c'est quand même ce jeu à 8-7 en faveur du Suisse. 45 2 balles de titre à Wimbledon. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane ? Dans sa tête, juste, je précise, le premier point de ce jeu, il fait une grosse faute en coup droit et il challenge la balle alors que tout le monde la voit dehors. Et je sais pas si t'es d'accord, j'ai senti de la nervosité, mais de manière disproportionnée par rapport à son standing habituel. Oui, enfin moi j'ai entendu ce que disait Sébastien Grosjean sur ce challenge. Il a dit que oui, Federer se doutait qu'elle était faute. Je dirais quand même que Roger Federer n'est quand même pas le plus grand spécialiste des challenges au niveau mondial. Il doit en perdre facilement de surcroît. Après, effectivement, comme l'a dit Grosjean, c'est aussi un moyen de gagner un peu de temps, de respirer à nouveau. Il se sert pour le titre et il s'est donné un peu de temps. Donc je pense que quand même elle était tellement faute qu'il a demandé le challenge pour respirer un peu, et la preuve d'ailleurs, c'est que derrière il a dit 3 points, dont 2 aces, et on se dit à ce moment-là que c'est terminé. Et puis bon, il fait une faute directe assez grossière qui fait revenir à 40-30. Il fait une montée un petit peu en chaussette où il a compté sur la pression. Finalement, il a obligé Djokovic à tirer un passing, mais Djokovic l'a tiré dans de bonnes conditions. Et on sait que quand il est dos au mur, Novak, voilà, il est tout à fait capable de sortir ce coup, et du coup c'est 40A. Et voilà, puis après c'est plus pareil, il marque plus un point, et on est reparti jusqu'à 12-12 et ce fameux tie-break. Et quand vous démarrez un tie-break et que vous avez perdu les deux précédents, fatalement, dans votre tête c'est pas ça, et dans la tête de l'adversaire, au contraire, on démarre avec la confiance au maximum, et on l'a vu très rapidement. Intéressant d'ailleurs ces tie-break, on en parlera, puisque tu en parles, on va juste s'arrêter dessus. N'hésitez pas évidemment, chers amis, à intervenir comme le fait Fedfort, qui nous confirme et qui te confirme qu'effectivement on a dépassé les 4h48 de 2008. Ouais, 5h03 j'ai vu sur un autre site, effectivement, ou quelque chose comme ça. Enfin, on a dépassé les 5 heures, non, pour ce match. Voilà, n'hésitez pas évidemment à réagir sur les topics consacrés à l'émission. Blackwater qui nous dit effectivement, qui confirme aussi de manière indirecte ce que tu disais par rapport au fait que c'est probablement la pire défaite de sa carrière, la plus cruelle. On va essayer de voir pourquoi. Dans les tie-breaks, ce qui m'a le plus frappé moi, c'est la capacité de Novak Djokovic, bien sûr, à trouver son schéma de jeu très confortable avec une régularité métronome, et cette qualité qu'il a à prendre beaucoup de précautions par rapport aux lignes. Il joue très peu les lignes dans les moments cruciaux. Je sais pas si tu as remarqué, il a toujours cette zone de confort. Et la sécurité, oui. Oui, c'est ça, une sécurité tellement bien développée. Et alors ce qu'il a fait, c'est très très amusant, parce qu'on fera un petit parallèle avec le match contre Nadal avant-hier.
il a beaucoup joué le revers, et c'est là, le Roger Federer, pardon, c'est là qu'il a craqué de nouveau, alors qu'en demi-finale, il avait donné des gages sur ce coup, alors que durant ce match, globalement, il avait un bon revers. C'est vraiment le coup. Il y a évidemment quelques coups droits et une volée, notamment dans le dernier tie-break, une volée complètement ridicule. Mais le revers a vraiment lâché, notamment dans les 2 premiers tie-break. Je sais pas ce que tu en as pensé. Oui, alors est-ce que c'est le revers qui lâche ou est-ce que c'est le cerveau, hein? C'est toujours la même question. On pourrait aussi dire que Nadal en demi-finale a eu uniquement 7 coups droits gagnants sur 4 sets, ce qui est à peu près ce qu'il doit faire en 4 ou 5 jeux en temps normal. Donc voilà. Donc alors après, on peut toujours chercher des raisons. Est-ce que c'est l'adversaire en face qui en est aussi peut-être un petit peu plus? Voilà. Il y a toujours de très très bonnes raisons d'expliquer des défaites. C'est pas sûr qu'à chaque fois on trouve vraiment la bonne. C'est vrai que je pense que Federer va refaire le match beaucoup de fois dans sa tête. Il va chercher où il a pêché, parce que bon, finalement, effectivement, il perd au tie-break du 5e set, mais jamais il ne doit arriver là. Jamais il ne doit perdre le premier set, pratiquement jamais il doit perdre le 3e. Et finalement, il s'est retrouvé un peu dans la même situation que Nadal hier, c'est-à-dire que Nadal perd le premier au tie-break, comme ça arrive à Federer. Il gagne 6-1 le deuxième, comme a fait Fed cette fois-ci. Et comme lui, derrière aussi, il ne profite pas de l'avantage. Il ne profite pas de l'avantage du 6-1 pour continuer à marcher sur l'adversaire. Et il perd ce 4e set. Et ça, effectivement, quand vous offrez ça, enfin, il perd ce 3e set, pardon. Et quand vous offrez ça à quelqu'un comme Novak Djokovic, voilà, au lieu d'être. Alors bon, il a fait aussi son. Je le dis, bon, tout le monde le sait, c'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément. Une nouvelle fois, on l'a vu faire un peu son cinéma. Certains ont écrit sur certains. Tu parles de Djokovic, hein. Pardon, oui, je parle de Djokovic. Djokovic, à un moment, il allait plus sur les balles, il bougeait plus. J'ai vu sur l'équipe que peut-être qu'il était blessé. Enfin bon, presque on était en train d'appeler les ambulances. Et puis 2 heures après, vous le voyez en train de galoper partout. Donc c'est un côté pénible qu'il a. C'est un côté qui fait que chez ses congénères, il n'est pas extraordinairement populaire. Et effectivement, mais ça fait partie du jeu. On pourrait penser qu'un Federer, avec l'expérience qu'il a, le palmarès qu'il a, qui est quand même le plus important au monde, ne se ferait pas déstabiliser par ça. Et finalement, ce petit truc, ça a marché, parce qu'il se retrouve quand même au 4e set Djokovic, à mener 2-7-1, alors qu'il n'a pas breaké une seule fois. Donc, il y a un moment, ça pose quand même question. C'est Federer en face, hein. C'est pas Pouille, c'est pas Félix Auger-Aliassime qui démarre sa carrière. Voilà, c'est Federer. Et ça marche quand même, quoi. Ça continue à marcher. Moi, ça me stupéfait un petit peu quand même. Oui, aucune balle de break pendant 3 sets et demi. Je pense que la première balle de break, c'est à la fin du 4e set, si ma mémoire est bonne, en faveur de Djokovic. Premier break, excuse-moi, Chris, mais son premier break, c'est un des breaks. Enfin, je veux dire, c'est même pas, voilà, on dit que c'est un break. Moi, ça m'a toujours un petit peu énervé. Pour moi, un break, c'est quand on prend un service d'avance. Bon, là, en l'occurrence, c'était un des breaks. Donc voilà, c'est même pas l'avantage qu'il a pris en breakant. Donc, et sur le set d'ailleurs, que Federer gagne 6-4. Hein, donc voilà. À 2-5 dans le 4e. Bon, voilà, le premier vrai break, il le fait au 5e. Il garde pas d'ailleurs, Djoko. Mais voilà, c'est. Le match, c'est sûr qu'on peut le refaire 100 fois et on se dit comment est-ce qu'il passe. À côté de ça, pour être totalement objectif, même si objectivement, je pense que tous les fans, même de Nadal, même de Djokovic le diront, Roger a loupé vraiment trop d'occasions. À côté de ça, si on est parfaitement objectif, c'est vrai qu'il y a break d'avance pour Djokovic dans le 5e, donc il mène 4-2. Et effectivement, il aurait quand même eu de petits regrets s'il avait perdu cette finale en menant 4-2, égalité à 4-2. Hein, donc il était à 2 points de mener 5-2. Mais effectivement, selon moi, Roger Federer ne doit jamais se retrouver dans le 5e set. C'est ça la jeunesse du problème, c'est ce que tu avais évoqué tout à l'heure. Alors n'hésitez pas. Oui, je sais pas. Franchement, c'est un match qui est compliqué à analyser, comme était d'ailleurs compliqué à analyser la demi-finale Nadal-Federer. On a pas vu de Nadal que j'ai vu, puisque je l'ai vu dans ses 5 premiers matchs. Je vois pas toujours tous les matchs de Nadal. Là, en l'occurrence, j'ai pu les voir. Et j'ai pas dès les premiers jeux, j'ai pas reconnu le Nadal qu'on avait vu avant, le Nadal qui a pris la moitié des services de Querrey, qui prend d'entrée 2 services blancs sur Federer, sans même toucher une balle. Bon, on voit qu'il est pas dans le coup. Alors il paraît que tout va bien, mais bon, on a vu quelqu'un qui était qui était clairement pas au niveau qu'il avait montré auparavant, ce qui est assez surprenant parce que généralement
c'est plutôt quelqu'un qui monte en puissance que l'inverse. Et là, on n'a pas trop compris. Bon, enfin bon, c'est pas le sujet du jour, mais là, je dirais que il est peut-être arrivé un petit peu la même chose à Federer, quoi. C'est-à-dire qu'il perd un match sans doute pouvoir vraiment l'expliquer. Alors après, c'est vrai, il a commencé à faire des fautes, et il a dû avoir la frustration qui est venue. Il a peut-être commencé à tenter des coups qu'il aurait peut-être pas dû faire. Le revers est devenu de plus en plus fragile, c'est vrai aussi, mais il a quand même le match en main, et il l'a encore au 5e set. Enfin, il break à 8-7. Bon, quand même, ça doit s'arrêter là. Ouais. Alors, d'un point de vue purement statistique, ce match fait évidemment très très mal à Roger Federer. Bien sûr, il y a le Grand Chelem qu'il n'obtiendra pas, le 21e Grand Chelem. Djokovic se rapproche de lui puisqu'il revient à 4 unités du Suisse, et il revient également à 2 unités donc de Rafael Nadal. 20 titres du Grand Chelem en faveur de Federer, 18 pour Nadal, et donc 16, le 16e pour Novak Djokovic, qui reste également du coup sur sa 5e victoire consécutive contre Roger. La dernière victoire du Suisse était au Masters en 2015. Il prend également un avantage au niveau du gazon, puisqu'il désormais il mène 3 victoires à 1 sur le gazon. La dernière victoire de Roger sur le gazon, c'était à Wimbledon il y a 4 ans. J'ai envie de te poser cette question qui va un peu rejoindre ce que disait Luis tout à l'heure. Enfin, je n'étais pas totalement d'accord avec lui, donc ça te permettra de rebondir. Luis qui nous parlait de l'envie de Djokovic, qui parfois, qui évoquait un peu son comportement, parfois ne montrait pas trop d'envie. Moi, je l'ai trouvé effectivement très calme, et ça c'est assez étonnant, enfin très calme globalement. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas trop contesté durant le match, il n'a pas trop montré ses émotions durant le match. J'étais un peu circonspect par rapport à cela. Je me demandais si c'était une façon pour lui de rester dans sa bulle par rapport au public, ou si c'était une difficulté supplémentaire. Petite précision aussi, effectivement, les statistiques publiées à l'instant, il y a quelques minutes par Fedfort, elles sont juste terribles. Donc plus d'aise pour Roger, un peu moins de double faute. Évidemment, il a gagné plus de points, donc au premier service, au deuxième, au filet, il a obtenu plus de breaks, plus de points en retour, plus de coups gagnants, moins de fautes directes, et plus de points au total, puisqu'il a au total, si je compte bien, 15 points de plus. Mais il perd le match, et c'est ça la magie du tennis. Mais évidemment, les stats sont juste terrifiantes. C'est-à-dire qu'il a, au niveau individuel, il a remporté toutes les stats, mais la stat principale, il l'obtient pas. Justement, sur cette envie de Novak Djokovic... Moi, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, ça on peut pas lui le retirer. Je pense que son staff est intelligent aussi, et qu'ils m'ont dit tu vas avoir 99% du public contre toi, pour pas dire 100, parce qu'il y a toujours quelques Serbes qui trouvent des places. Il s'est préparé. Mais donc surtout tu restes calme, t'en rajoutes pas, parce que ça sera terrible autrement. Tu seras sifflé. On l'a bien vu d'ailleurs. À un moment là, il a donné un petit coup de raquette sur la chaise de l'arbitre, ça a été la bronca tout de suite. Enfin bon, voilà. Il faut reconnaître aussi, encore une fois, moi Djoko, on sait que c'est pas ma tasse de thé, mais les réactions du public à chaque fois que Federer avait une balle de break, ou quand il a breaké, ça doit être terrible à vivre quand vous avez 15 000, 20 000 personnes contre vous. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous vous plantiez et que vous perdiez pour qu'on puisse célébrer le demi-dieu qui est sur le terrain. Ça doit être très très compliqué, ça il faut quand même l'admettre. Il faut le reconnaître. Je pense qu'une finale contre Nadal aurait été plus équilibrée, avec certainement plus de gens pour Nadal, parce que c'est comme ça, c'est parti dans le monde entier, mais peut-être de manière moins tranchée. Là, c'est très très dur à vivre. Une fois que j'ai dit ça, Djokovic a toujours fait du cinéma. Il en a beaucoup plus fait dans ses jeunes années que maintenant, mais c'est quelqu'un qui peut dégoupiller à tout moment. On l'a vu contre Agut en demi-finale, où Agut marque un point avec un peu de réussite. Le public a hurlé parce que c'était un point important in tout. Il a très très mal pris. Je pense qu'un numéro 1 mondial avec le palmarès qu'il a doit être capable de se contenir sur ce genre de choses. Bon, je dirais même pas que ça va le desservir, parce que comme McEnroe, c'est un mec qui se nourrit aussi assez souvent de ce genre d'incidents. Mais voilà, donc là, aujourd'hui, j'ai pas trop d'opinion sur la question. Je pense que c'était volontaire, qu'il avait une attitude vraiment en dedans, en disant je vais pas les avoir encore plus contre moi. Je crois vraiment que c'était volontaire. Oui. Excusez-moi, je perds ma voix, je pense que c'est l'émotion. Excusez-moi.
Donc oui, par rapport aux clés un petit peu du match, et juste c'est pour ça que j'ai eu un petit bug, juste par rapport au public, j'ai quand même trouvé le public un peu sévère à un moment donné, point très chaud en faveur de Roger Federer, donc c'est 15-30 et je pense que c'était à la fin du match, et à un moment donné, il fait donc le Serbe fait un plongeon magnifique au volley, pardon à la volée, j'en perds mon latin. Oui, oui. Extraordinaire, je sais pas si tu te souviens de ce point, quasiment aucune réaction dans le public. Je peux vous dire que si c'était Roger qui avait fait ça, je pense que le public, on l'entendrait Oui, non, encore mais maintenant. Ça, je pense qu'il aurait pu mettre le plus beau point du monde de Djokovic. De toute façon, il y aurait eu des applaudissements polis parce qu'à chaque point marqué de Djokovic, c'était un point pris à Federer. Mais ça, tant que Roger Federer sera sur le circuit, ça sera comme ça. Selon son adversaire, c'est plus ou moins marqué. Il faut reconnaître que le Serbe n'est pas le joueur le plus populaire au monde. Voilà. Bon, il le regrette, il estime que c'est pas mérité, mais ça s'achète pas, quoi. Vous n'y pouvez rien. C'est comme ça. C'est aussi votre carrière qui est récompensée. Ce sont des gens aussi bien Federer que Nadal ou d'autres joueurs. Hein. C'est pas les seuls. On parle de ces deux-là maintenant qui ont montré tout au long de leur carrière du fair play, de la communication, des gestes envers les fans, de la disponibilité. Enfin bon, voilà, tout ça à un moment, c'est une carrière, c'est l'ensemble d'une carrière et ça le public le sent. Il le sent aussi bien à Londres qu'à Paris, qu'à Melbourne, à New York ou à Shanghai ou peut-être en Belgique aussi. Je cherchais un tournoi en Belgique, il y a un Challenger annonce non. Non, il est terminé, mais il y a le tournoi d'Anvers. Bon. C'est les femmes, non? Non, 250. C'est les hommes. Ah oui, mais c'est vrai que c'est les. C'est rendu là-bas. Non, voilà, c'est tout. Voilà, c'est le public réagit par rapport à ce qu'il ressent de vous. Voilà. Après, c'est aussi quelqu'un qui a des fans. Il ne faut pas dire non plus qu'il y a que la femme de ménage qui l'encourage. Hein. C'est quelqu'un qui a des fans, mais qu'on a moins que d'autres. Voilà, c'est tout. Statistique. Je pense. Oui. Oui, je t'en prie. Non, je dirais qu'en plus, je pense qu'après une victoire comme ça, le ressentiment que certains peuvent avoir contre lui va pas s'atténuer, quoi. Non. D'ailleurs, à un moment donné, c'est passé inaperçu, j'étais apparemment le seul à le relever. Il a allumé, je sais pas si tu as fait attention, il a allumé Roger au filet. C'est pas très très grave, c'est quelque chose qui arrive. Ouais. Sauf que Roger s'est retourné et il a regardé pendant 5 à 10 secondes en espérant qu'il y ait un petit geste. Et il n'y en a pas eu. Et d'ailleurs, Roger fait quasiment jeu blanc. Et dans le regard, j'ai senti qu'il avait un petit peu la rage à ce moment-là. Oui, parfois. Mais je pense qu'il se met beaucoup la pression, ça doit pas être évident. Moi, je lui donne beaucoup de circonstances atténuantes par rapport à ça. Et donc, statistique intéressante démontrée à l'instant par Fedfort, qui nous parle effectivement des joueurs trentenaires qui, durant près de 50 ans, n'ont pas trusté les titres du Grand Chelem, puisque de 72 à 2016, à Wimbledon 2016, il était 12 joueurs trentenaires, parfois les mêmes, bien sûr, à avoir remporté un Grand Chelem. Et depuis 3 ans, c'est le même chiffre. Donc là, effectivement, mais ça s'explique par le top 3, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et donc Louis aussi nous dit, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus expressif. Et c'est vrai que son attitude un petit peu nonchalante a pu alimenter cette impression, en plus d'un espèce de faux rythme qui s'est installé, a pu donner cette impression un peu d'un match en USA. C'est vrai ce qu'il dit. Non, mais Louis a souvent raison d'ailleurs dans ce qu'il dit. Mais je rajouterai quelque chose, c'est que bon, pour ne pas non plus en rajouter sur Djokovic, on peut dire aussi que Federer n'est pas le plus expressif des joueurs au niveau mondial. Simplement, lui, quand il dit rien, on dit voilà, il est concentré, c'est la classe, etc. Et quand c'est Djoko, on dit putain, on s'emmerde. Je m'excuse, mais bon, il y a pas d'autre mot. C'est vrai que quand Djokovic commence à ne pas réagir et que Federer fait du Federer, finalement, on a quand même deux joueurs dont on se demande s'ils ont bien conscience qu'ils font une finale de Grand Chelem. C'est ça aussi quand même le truc. C'est que si Djoko a en face un gars qui met un peu l'ambiance, on est beaucoup moins en train de parler de son attitude. Sauf que Federer, à de rares exceptions près pendant un match, avec un petit comme Yates de temps en temps, ça va rarement loin. Et je ne sais pas si tu te souviens de la tête de Roger Federer quand il break à 8-7, je crois, ou à 7-7. Oui, le jeu. À oui, 7-7. Il break à 7-7. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la tête qu'il fait? Non, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas un point levé, il n'y a pas un machin. Il n'y a pas le point serré. Ça m'a frappé parce que il y avait le ralenti. Je dis tiens, il ne serre pas le point et je me suis même dit c'est étonnant. Mais je pense que c'est lié à de la nervosité, ça. Je pense. Oui, ou à rester dans la bulle et ça s'entend. Je veux dire, le gars reste concentré. Bon, ça n'a pas vraiment payé derrière, mais bon, il est comme ça.
Je pense qu'un Nadal ou un Tsonga ou un Kyrgios ou enfin des gens plus expressifs réussissent enfin à breaker. Enfin enfin, bon, il y avait déjà eu des breaks avant, mais enfin bon, à breaker pratiquement avec des serveurs de cette qualité, on peut se dire que c'est pratiquement des balles de match. Bon, et on peut voir un peu quelque chose. Et là, ils montrent rien. Donc du coup, on a eu deux joueurs qui pendant longtemps n'ont pas montré grand-chose, qu'à renforcer ce sentiment de un peu d'ennui, il faut bien le dire, quoi, parce que ça n'a pas non plus atteint dans les 4 premiers sets en tout cas le niveau qu'on pouvait attendre. Mais ça, on peut aussi en tirer au-delà de la finale où je crois que moi j'ai un peu tout dit dessus. On peut en tirer aussi une réflexion globale sur le Wimbledon en règle générale. On va en parler juste après. Qui a pas beaucoup fait vibrer de toute façon pendant 15 jours. Hein. On va en parler juste après. Juste après, on va terminer. Je vais te demander des réponses assez concises. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à être bavard. Non, parce que c'est parce que on va respecter les horaires. Non, exactement. Il y a encore beaucoup de choses à voir, mais je vais te demander des réponses très concises, voire en un mot ou en une phrase, sur les 3 clés pour chaque joueur de cette finale. Est-ce que selon toi, le contrat était rempli ou alors le joueur a failli sur cette clé du match? On va s'intéresser au vainqueur, donc à Novak Djokovic. Donc sa capacité à prolonger l'échange, moi j'avais estimé que c'était une des clés de cette rencontre. Cette capacité toujours à remettre et à faire que les échanges durent très longtemps. Globalement, je dirais oui. Voilà. Oui, bien sûr. C'est difficile de dire non quand le match a duré 5h03 et qu'il gagne à la fin. Alors la deuxième clé du match côté Djokovic, c'était la zone de sécurité des frappes. Là, on en a déjà parlé tout à l'heure. La réponse est clairement oui. Clairement, oui. Et la capacité à enlever du temps à l'adversaire, ça je me suis demandé si Novak Djokovic arriverait à le faire. Pas spécialement. J'ai trouvé que c'était pas évidemment à lui de le faire. On se doutait qu'il serait plus défensif que Roger Federer, mais je me suis dit que ça allait être une des clés du match. Il n'a pas tellement respecté cette clé-là, selon moi. Donc je sais pas si tu me rejoins. Oui, enfin je pense qu'il a pas pris du temps Federer, mais il l'a souvent bloqué dans ses initiatives. Ce qui était aussi il a souvent bloqué sur son revers, en slice, etc. Et voilà et Federer n'a pas pu accélérer à mon avis aussi souvent qu'il l'aurait voulu, comme il a pu le faire contre Nadal par exemple. Et les 3 clés du côté de Roger Federer, le revers, je me suis demandé si 2 choses concernant le revers. Est-ce qu'il garderait la même solidité que lors de sa demi-finale face à Rafael Nadal? Parce que durant le tournoi, c'est Franck qui avait justement fait remarquer cela. Durant le tournoi, il était un petit peu moins consistant. Et contre Rafael Nadal, il a retrouvé cette qualité-là. Donc, c'était la première inconnue par rapport à son revers. La deuxième, moi, je craignais qu'il abuse beaucoup trop de slice contre le Serbe. J'ai trouvé globalement son revers, à part durant les moments chauds, qu'il était quand même vraiment bon. Je sais pas pour toi. Oui, enfin moi je me souviens d'un revers qui fait un moment à 5-5, 15-30 contre lui. Il fait un revers long ligne superbe, Federer. Donc voilà. Non, je pense pas qu'il ait pêché là. De toute façon, Federer, dès qu'il ratera un revers, on dira il a pêché sur le revers. Vous savez, le tennis, au coup de coup, vous ratez quand même plus de coups qu'on en réussissait, en règle générale. Bon, vous avez le droit aussi de rater des revers, vous avez le droit de rater des coups droits. Vous n'avez pas le droit à un certain niveau d'en rater 90%. Voilà, c'est tout. Là, on en était loin. Non, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à analyser ce match parce que, franchement, si Federer met une de ses 2 balles de match sur son service, on n'a pas la même discussion. Donc là, on est en train d'essayer de chercher des raisons pour lesquelles il a perdu, alors que moi, globalement, je l'ai trouvé au-dessus pendant le match, pas des kilomètres au-dessus, mais il était au-dessus. Je pense qu'il fait une bonne finale. Il fait la finale nécessaire pour être sur le point de gagner contre Djokovic. Il ne gagne pas. De là à dire, mais d'aller chercher ce qui n'a pas marché, c'est assez compliqué, quoi. Je pense qu'il a peut-être manqué, peut-être un petit peu d'initiative sur certains points, et peut-être qu'il s'est précipité sur d'autres. Je pense que ces 2 balles de match, il négocie vraiment pas bien. Je rappelle une faute directe quand même, à 45, la balle sort d'1 mètre quand même, c'est beaucoup. Donc on peut dire que bon là la pression a joué et derrière il monte en chaussettes, il se fait trouer. Franchement ces 2 balles là, elles sont ni faites ni à faire, elles sont mal jouées. Et si on doit lui reprocher en priorité quelque chose, c'est ça. Bon, j'ai pas été court, donc je m'arrête. Voilà, petite discussion, puisque je n'ai pas les yeux exclusivement concentrés sur sur forumtennis.fr. Oh là là, j'ai failli. Oh là 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 là. Puisque notre ami Mister K ou Casto, je sais pas comment il faudrait que je le dise,
signale que effectivement le déficit de popularité de Novak Djokovic peut inciter notamment ses proches et pourquoi pas sa femme à le soutenir. Et Sten, mon ami Sten, me rappelle effectivement que Djokovic était quand même assez soutenu durant cette finale. C'est assez sympathique de réagir. On a également quelques réactions, notamment Fedfort qui insiste sur la domination du top 3. On en parlera tout à l'heure, c'était une chose promise. Et Louis. Alors après, quelqu'un a demandé, je ne sais plus qui, parce que je lis aussi en même temps, c'est Louise d'ailleurs, qui a très justement, et ça rejoint ce que je disais dans la précédente émission, demandé où était Jelena Djokovic, où était sa femme. Hein. Mais quand je n'ai pas la réponse, on a vu le père, on a vu le maire, on a vu le petit Stéphane d'ailleurs, joli prénom, qui était là aussi, le petit garçon de Djoko. Et Jelena n'est pas là, donc voilà. Alors peut-être qu'elle a suivi mes conseils, qu'elle allait manger 2 ou 3 sandwichs, mais voilà, c'est bizarre aussi. Enfin, bon, ouais. C'est l'aspect people hein, quand on n'a plus grand-chose à dire sur la technique. Luis, je peux te donner un petit conseil pour ce genre de questions. Il faut les poser sur le forum forumtennis.fr. On a un spécialiste qui s'appelle Fed Forever. Tu lui écris la question. Tu vas voir dans 1 heure ou dans 2 heures, tu vas aller sur le topic fiotrasserie et peoplerie. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et tu auras la réponse, mon ami. Moi, je suis incapable de répondre à cette question. Après, on peut dire qu'il a une petite fille qui est encore un peu petite, certainement, pour assister à un match de tennis en entier. Finalement, c'était un bon choix puisque ça a été la plus longue finale de l'histoire. Mais bon, il y a des babysitters, et des choses comme ça. Enfin voilà, c'est pas des gens qui manquent de ressources s'ils veulent faire regarder leur môme pendant 4 ou 5 heures. Enfin bon, bref. On va clôturer sur cette finale en un mot. Selon toi, la finale, si tu dois la résumer, la définir en un mot. Ben non, ça c'est pas un mot. Un mot troublante. Voilà. Troublante. Parfait. On a déjà dit beaucoup de choses, on aurait pu encore évoquer plein de choses sur cette finale, mais on a d'autres informations et d'autres débats, d'autres analyses, notamment un débat sur le gazon qui risque d'être passionnant. Et quelque chose qui risque de nous passionner également, c'est cette demi-finale, donc Federer-Nadal. Les 2 joueurs les plus populaires du circuit se sont donc affrontés avant-hier. Et la question, c'était au niveau de la qualité du match. Peut-on dire top ou peut-on dire flop, Stéphane ? Pardon, sur la qualité du match ? Oui, Federer-Nadal, demi-finale Wimbledon 2019. Ah, Federer-Nadal, pardon. Ouais. Oui, non, j'étais en train de lire autre chose. Top ou flop, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Ça n'a pas été un mauvais match. Ça n'a pas été non plus un grand match. Et certainement de la faute de Rafael Nadal, qui a pas été au niveau où on l'attendait. Je reste persuadé que bon, y a une explication, quelle qu'elle soit. Bon, d'entrée quand on le voit, enfin il a dû brandir 2 fois le point en 4-7. Voilà, il a vite donné l'impression de taper fort dans la balle et ça avançait pas. Ça jouait carré de service. Tu n'as pas d'hypothèse Tu n'as pas d'hypothèse par rapport à cette explication? J'ai pas d'hypothèse à partir du moment où lui-même dit qu'il tout va bien. Donc bon, il y a pas de, voilà, on l'a vu retirer un strap à la fin. Bon, mais tout le monde, tous les joueurs sont strappés, donc il y a pas de souci. Il devait être gêné au bout de 4-7, voilà. Donc j'en tire aucune conclusion. Je ne m'explique pas qu'on n'ait pas vu le Nadal, surtout contre Federer, il est resté enfin, en sérieux, tout le monde pratiquement donnait Nadal vainqueur sur Federer. C'est donc qu'il avait fait une assez forte impression pendant ses 5 premiers matchs à la sortie de Roland Garros, et peut-être que Federer lui-même n'avait pas fait une énorme impression. Et puis finalement, d'entrée, et que tu l'avais dit l'autre fois, que je le remarque assez vite, d'entrée, on sent que c'est pas ça. Alors bon, dans le deuxième set, effectivement, il 6-1, il break 2 fois, on se dit ça y est, la machine est repartie, et derrière, il est incapable de, voilà, bon, en fait, c'est filer la fin du deuxième, et derrière, il n'est pas capable de conclure, d'accentuer son avantage. Je me souviens qu'il se fait vraiment briquer sur une balle très très mal jouée. Donc c'est ni top ni flop, ça restera pas un grand Federer-Nadal, mais enfin il y en a eu 40, ça peut pas être que des chefs-d'œuvre non plus en permanence. Roger Federer qui réduit petit à petit, mais quand même réduit l'écart au niveau des face-à-face avec Rafael Nadal. Il a remporté 5 des 6 derniers matchs. La dernière victoire de Rafael Nadal, c'était à Roland Garros cette année, bien sûr. Sinon, l'avant-dernière victoire de Rafael Nadal, ça remonte à l'Open d'Australie 2014, 5 ans et demi, avec une victoire en 6 matchs en faveur de Nadal.
par rapport Oui, à enfin, Federer. Est-ce qu'il n'y a pas... Il y en a pas beaucoup en Grand Chelem. Non, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un désavantage, enfin, un problème là psychologique dans les moments chauds, notamment on a vu un Nadal très très tendu par moment. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense moi que le problème psychologique, il aurait été si il avait perdu son service d'entrée à Roland-Garros, qu'il a mis 10 minutes à gagner. Après, il gagne quand même très sévèrement Roland-Garros. D'accord, c'est de la terre battue. Enfin bon, derrière, il fait vraiment un très très bon début. Hein. Il se prend quand même Kyrgios au deuxième tour. Bon, tout le monde a dit que c'était le match de cette première semaine. Oui. Enfin, derrière, il a Tommy Stonga. Il le fait danser. Enfin bon, voilà quoi. Il y a aucune raison d'arriver avec la moindre pression sur Federer à ce moment-là. D'autant qu'en plus, il arrive au tie-break du premier set alors qu'il joue mal. Enfin, je veux dire, il arrive à 7-6. Il a 2 fois le mini-break d'ailleurs, qui ne fait pas fructifier. Enfin voilà quoi. Il perd le premier 7-6 alors que bon, logiquement, il aurait pu prendre quelque chose de plus sévère. Il pouvait que mieux jouer. D'ailleurs, dans le deuxième, il joue mieux. Puis après, bon voilà, ça part un petit peu de tous les côtés. J'ai pas d'explication, comme souvent d'ailleurs, hein, avec Nadal, on sait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois après, s'il y a une explication, peut-être qu'il n'y en a pas, qu'il était juste dans un mauvais jour. Ça arrive aussi au plus grand champion. C'est arrivé quelquefois durant les tournois de préparation à Roland-Garros, mais c'est effectivement assez rare en Grand Chelem. Alors si... Bon, après, il n'a pas pris une danse non plus. Non, mais t'entends de trouver une... Il est dans la fin du 4e, il a la balle de 5-5, qui joue pas terrible d'ailleurs. Est-ce que ça peut être relancé? Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que si c'était pour jouer à ce niveau-là contre Djokovic, je pense qu'il passait pas en finale de toute manière. Moi, je trouve que la finale, justement, tu avais dit cela après cette demi-finale, et je me suis dit durant la finale, quelque part, le fait que ce soit très serré comme ça, pour Nadal, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas non plus. C'est un très bon Roger Federer. Le problème, c'est que Djokovic, et encore une fois, on touche du doigt un petit peu ce boulevard qu'il a eu pour arriver en finale, quoi. C'est que Djokovic, il n'a pas été testé une seule fois avant la finale. Donc, de savoir quel Djokovic on va avoir en finale, on ne sait pas. Federer, on voit bien quel est le niveau qu'il pouvait donner. Nadal, on aurait bien vu le niveau qu'il pourrait donner. Djokovic, franchement, bon, je suis désolé, moi. Enfin, on va pas reprendre son parcours. Goffin en quart, RPA en demi, qui fait sa première demi-finale à 31 ans. Voilà, donc on ne sait pas. Il est pas testé. Donc on ne sait pas. Et d'ailleurs, franchement, au début de la finale, on peut pas dire que Djokovic a beaucoup impressionné grand monde. Donc on se dit, finalement, il est peut-être pas terrible cette année, quoi. Et franchement, quand je le vois arriver à 5 titres de Wimbledon comme Björn Borg, passe-moi l'expression, mais ça fait un peu mal au sein quand même. Moi, je suis vraiment pas. Je te trouve très sévère. Hein. Tu dis qu'il est moyen cette année. C'est quand même. Il a quand même. Non, moyen cette année à Wimbledon. Ah oui, pardon. Comme je dis, il n'a pas été testé. Et le début de match et même pratiquement les 70% du match qu'il fait contre Federer en finale, on se dit peut-être qu'il est pas terrible cette année à Wimbledon, tu vois. On l'a pas vu jouer sur gazon avant, on le verra pas après, il joue que le tournoi. C'était l'occasion et au début on se dit franchement moi j'ai longtemps cru que Federer l'emporterait alors que c'était pas du tout mon pronostic. Mais j'ai fait un pronostic qui donnait, tu le sais, puisqu'on en a parlé ce matin tous les deux. On avait le même. Tu avais le même, qui donnait Djokovic vainqueur 3-7-1, mais qui était plus sur son passé que sur ce qu'il avait montré. Parce qu'en fait, il n'a pas été challengé. Oui. Bon, alors, tentons une dernière approche par rapport à cette défaite de Nadal contre Federer. Effectivement, tu as dit sur les forums que même si... Oui, parce que moi je suis œcuménique. Je le suis également. Mais je ne me cache pas parce que je récupère même mes pseudos. M'identifie très clairement. Moi non plus, je ne me cache pas. Non, je sais bien que ça ne me visait pas personnellement. Je sais voilà. Ne t'en fais pas. On a tenté une approche plutôt psychologique pour tenter d'expliquer pourquoi Nadal a perdu contre Federer, pardon. Si ce n'est pas psychologique, alors ça pourrait être tactique. Rafael Nadal a lui-même reconnu que sa tactique principale de démolition du joueur suisse était, on le sait, de bombarder son revers durant de très nombreuses années. Il y a eu un certain nombre de déclics sur dur, notamment à Miami, surtout à l'Open d'Australie. Oui, Et
Rafael Nadal, après le match, a confirmé ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire que effectivement, il a quand même très souvent utilisé cette tactique de frapper sur le revers du Suisse, mais ça ne fonctionne plus comme avant. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense D'où que ma question, d'où ma question. Oui. Est-ce que Nadal, c'est une question, est-ce que Nadal n'a pas un problème contre Roger Federer actuellement parce qu'il n'a pas encore trouvé le plan B pour le battre à nouveau hors terre battue? Non, enfin, déjà, je pense que Federer n'a pas prouvé son revers supersonique de 2017. Hein. D'ailleurs, il aurait d'autres résultats si c'était le cas. Il n'a pas retrouvé. Voilà, moi, je trouve surtout que Nadal. Alors, je sais pas pourquoi il a dit ça d'ailleurs, parce que il suffit d'ailleurs de voir que Djokovic a employé exactement la même tactique. Donc, on voit bien aussi que tout le monde considère quand même encore que c'est un point plus faible que son coup droit quand même chez Federer. Non, Nadal a joué beaucoup trop court. Nadal a joué carré de service. Quand vous voyez un rallye de 20 coups, de 25 coups remporté par Federer, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Donc voilà, il a joué beaucoup trop court. Alors, si vous jouez sur le revers de Federer qui rebondit dans le carré de service, Roger Federer ou n'importe qui d'autre de haut niveau, il vous reprendra Nadal ou pas Nadal, il tapera son revers dans de très bonnes conditions. Si vous le jouez à 50 cm de la ligne avec le rebond, là, c'est plus du tout la même chanson. C'est ce que n'a pas réussi à faire Nadal, et c'est plutôt là-dessus qu'il devrait s'interroger. Je pense, et comme tout le monde, que c'est toujours la bonne tactique de jouer, de jouer la plupart du temps sur le revers de Federer. Il suffit Mais de visiblement, regarder ça ne fonctionne plus. Visiblement. Mais c'est pas que ça ne fonctionne plus, c'est que il faut jouer sur le revers de Federer, mais il faut jouer long. Il faut pas jouer court. Voilà. Qu'est-ce qui le gêne à Federer? C'est le revers à une main, le rebond, le lift, et de prendre la balle au-dessus de l'épaule. S'il la prend à hauteur de hanche parce que ça a rebondi dans le carré de service, il n'aura aucun souci. Djokovic lui a servi sur le revers 9 fois sur 10 aujourd'hui. Il n'y a pas de secret. Voilà. Voilà. Quand il a eu besoin de marquer un point important, il a joué systématiquement son service sur le revers. Donc bon, voilà. Et c'est normal. Chaque joueur. Mais quelque part, Stéphane, pardon, t'attends, mais quelque part, Djokovic aujourd'hui le gagne au mental. Normalement, si Federer ne craque pas, il doit gagner ce match 99 fois sur 100. Ce que je veux dire, c'est que Nadal, justement, Nadal devrait être capable, pour compenser comme pourrait le faire pour le moment Djokovic, d'essayer de le battre au mental. Mais comme le mental il n'arrive plus pour le moment à le dominer mentalement dans les moments chauds. En tout cas, sur les dernières confrontations, il faut pas tirer. Je me suis toujours battu sur les forums, ailleurs, dans les discussions entre spécialistes, copains, famille, etc. Je ne vois pas pourquoi on dit hormis la terre battue. Je suis désolé. Quand il lui met une rouste en demi-finale à Roland-Garros, c'est sur une surface qui est homologuée, sur laquelle on joue beaucoup plus souvent que le gazon, et c'est une victoire qui est aussi importante que les autres. Il lui a mis une sévère. Donc, quand il arrive à Wimbledon, je ne vois pas pourquoi on dit, ouais, mais enfin, il a perdu 5 des 6 premières wins. Enfin, le dernier, il l'a gagné. Et il l'a gagné très largement et en employant exactement la tactique dont tu es en train de me dire qu'elle ne fonctionne plus. Je vais te répondre. Non, voilà, c'est... Je vais te répondre. Alors, on nous dit en plus que cette année, c'était de la terre battue à Wimbledon, que le rebond était encore plus haut, etc. Donc, je veux dire, c'est même plus un argument. Non, je pense que Nadal a joué beaucoup trop court. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a très peu de points gagnants, y compris sur coup droit. Hein. Sur ses revers qui étaient supersoniques depuis le début de son revers, Santoro disait que Nadal avait un revers qui était un deuxième coup droit maintenant. Ça claquait, ça rasait le filet, enfin bon, etc. C'est pas passé sur Federer. Alors, je veux bien que Federer ait fait un bon match en face. Enfin, à côté, quand même, on n'a pas eu du grand Nadal, quoi. Et en étant du moyen Nadal, bon, finalement, t'es à 6-4 au quatrième avec balle de 5-5. T'es pas très loin. Mais bon, là, il n'y a rien à dire. Il perd logiquement. De toute façon, on a vite vu, et les connaisseurs de Nadal ont vite compris à 2-7-1 que c'était pillé, quoi. Voilà. Il gagnerait pas 2-7, en tout cas. Peut-être un, mais pas deux. Je vais répondre à ce que tu disais tout à l'heure, justement. Et c'est ça qui est bien dans cette émission, c'est je suis certain que si on avait eu cet échange par écrit, il y aurait eu un peu d'ironie et de cynisme, parce que effectivement, je comprends ton point de vue. Mais si je parle du mental, je comprends très bien pourquoi tu dis oui, mais pourquoi on exclut. Ben, je te dis parce que
Nadal ne donne plus l'impression de dominer mentalement Federer dans les moments chauds, excepté sur terre battue, ce à quoi tu m'as répondu, mais pourquoi tu exclus la terre battue? Je l'exclus pour une raison simple, c'est que le match ne joue pas d'un point de vue mental sur terre battue. Les matchs Federer-Nadal ne sont pas serrés sur terre battue. Nadal écrabouille Roger Federer tout le temps, il perd quasiment pas de set sur terre battue. Donc il y a pas cet aspect mental dans les moments chauds qui rentrent en jeu. Comme aujourd'hui, Novak Djokovic. Chris, on retient les roustes. Moi, j'ai eu le plaisir de voir pratiquement toutes les finales en live de Nadal à Roland Garros. Il n'y a pas eu que des branlées quand même, hein. La première que j'ai vue en 2006, je pense que Federer se trouve pas mal. Il prend 3-7 à 1, mais il doit gagner le tie-break, je crois, dans le quatrième. C'est en 2011, je crois aussi que, franchement, il est pas très loin non plus. Enfin voilà, il y a eu la rousse de 2008 et la rousse de cette année en demi-finale. Mais après, le reste, bon, il y a eu des matchs. Non, mais tu peux pas dire. Il y a vraiment eu match. Il y a jamais eu 5-7, on est bien d'accord. Stéphane, tu peux pas dire que Nadal ait battu un jour Federer sur terre battue au mental. Il n'en a jamais eu besoin, il avait trop de marge. Oui, je sais pas. Enfin, franchement, moi, je sais pas. Je sais que si Nadal a perdu Federer en mental en demi-finale, on va dire que Federer a perdu Djokovic au mental en finale. Ah bah oui. Complètement, il a perdu au mental. Sauf que si tu veux, moi, Nadal n'était pas au-dessus de Federer ce jour-là. Je pense qu'il va beaucoup plus facilement digérer sa défaite parce qu'il était dans un jour très moyen. Alors aujourd'hui, pour moi, Federer a été au-dessus de Djokovic. Oui. Et d'ailleurs, Fed a eu deux balles de match que Nadal est loin d'avoir obtenu en demi-finale contre Federer. Donc voilà, je pense que ce sont deux matchs qu'il est difficile de comparer. Ce sont deux matchs que Federer a dominés. Il en a gagné un, il a perdu l'autre. Malheureusement, c'était le principal. Là, je suis totalement d'accord là-dessus. Là-dessus, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, la domination n'était pas la même, donc forcément. Bon, voilà. Après, je vois que Fedfort nous dit que Federer est supérieur à Nadal sur gazon, non ou quoi, le rebond est en bas, patati patata. Il n'y a pas assez de matchs pour juger. Si on ressort tous les postes qu'il y a eu avant la demi-finale, tout le monde ouvrait le parapluie en disant ça va être un massacre. C'est facile après de dire que Federer est supérieur quand on disait que Nadal allait lui mettre 3 petits sets. Enfin bon, ça c'est la mauvaise foi, on est habitué. Mais c'est-à-dire que je vais pas le défendre, mais il répondra s'il veut répondre. Non, mais si c'est pour savoir que Federer est supérieur à Nadal sur gazon, c'est bien évident. Il a gagné 8 Wimbledon, il aurait dû faire le 9e de cette œil. Ça suffit, il suffit de dire ça. Bien sûr qu'il est supérieur à Nadal sur gazon. Il n'y a pas de souci. Après, ça n'empêche pas de perdre aussi contre Nadal sur gazon. Alors juste aussi lui, même si ça arrive pas souvent. Lui, ce qui parlait des Bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de confrontation. Et puis en plus sur gazon, on va en parler juste après du gazon. Lui, ce qui est souligné, quelque chose qui n'a pas été souvent évoqué, je suis totalement d'accord avec lui, c'est l'importance des appuis pour Rafael Nadal. On a l'impression que quand il est un peu plus dans le dur et qu'il ne se sent pas totalement confiance dans la physionomie d'une rencontre, je pense que progressivement, ces petites douleurs ou ces problèmes d'appui, ces réticences en tout cas, même si ce ne sont pas des douleurs, je tiens à le préciser, ce ne sont peut-être pas des douleurs, mais ces réticences au niveau des appuis semblent ressortir. Moi, je l'ai vraiment ressenti notamment dans un jeu où il n'y est pas allé. Puis après, finalement, la fin de match était quand même très très bonne au niveau de ses déplacements. Donc je pense qu'il y a un aspect mental aussi qu'il devra travailler, oui, à mon avis. Il va le travailler. Il y a un aspect de crainte, puisque bon, c'est Nadal et ses genoux, c'est une longue histoire. Donc il est bien évident qu'avec un rebond plus bas, avec des genoux qu'on doit plier en permanence et quelquefois en bout de course, quand on a eu les traitements qu'il a eu, on peut voilà. Mais ça, si tu veux, on est d'accord, mais c'est valable aussi pour les 5 matchs d'avant. Où il est tout le temps comme ça, ou jamais, voilà. Et pendant les 5 matchs d'avant, on n'est pas en train de dire, tiens, il a peur, il y va pas, etc. Si, il y va. Je veux dire, pour envoyer les missiles de Poiré, fallait y aller quand même. Pour renvoyer ceux de Kyrgios, fallait y aller aussi. Je pense pas que la balle de Federer aille beaucoup plus vite. Non, mais Stéphane, là je ne te suis plus, là. C'est-à-dire que, durant le match contre Federer, selon moi, on a vu qu'il avait plus de réticence au niveau de ses appuis, et c'est pas lié au fait que ce soit Federer en face, c'est lié, selon moi, au fait que, et c'était la première fois durant ce tournoi, il n'était pas totalement dans une zone de confort. Il était bousculé.
Oui, ou peut-être qu'après 5 matchs, il avait un petit peu plus mal qu'après un, et que ça, bon, comme je le disais avant, c'est pour ça que j'ai pas voulu m'attarder sur le sujet. Peut-être qu'il y avait quelque chose, on ne sait pas. Voilà, c'est tout. C'est possible aussi. Je l'ai pas trouvé, je l'ai pas vu se révolter, je l'ai pas vu se, voilà. Donc dans ces faits, on le connaît quand même, hein, depuis 15 ans, 16 ans. On sait analyser ses attitudes, et voilà. Donc bon, après, pour moi, c'est pas trop le sujet du jour, hein, Nadal Federer. Non, mais on va. Mais bon, je pense que je l'ai mieux vécu que les fans de Fed aujourd'hui, certainement, doivent vivre cette terrible défaite quand même. Je te remercie de le rappeler, Stéphane. Alors, en ce qui concerne la qualité, je comptais parler des stratégies tactiques, mais on fera une émission en fin d'année justement sur ces stratégies tactiques entre les meilleurs joueurs du monde, et justement sur cette qualité de ping-pong. Il y a un éditorialiste du journal L'équipe qui l'évoquait, je trouvais que c'était intéressant. On en parlera plus tard, on aura encore beaucoup d'autres émissions durant cette année. Alors juste un dernier mot, Chris, puisqu'il faut aussi relater ce que disent nos amis sur les forums. Casto qui dit que Federer avait de très bons plans de jeu avec des retours plein centre. Complètement, oui. Alors qu'il dit certes ça fonctionnait plus facilement que prévu, parce que bon, il faut aussi, il a été moins efficace quand même à Nadal. Il a été très très bon au service pendant pratiquement tout le tournoi, et c'est vrai que là cette fois-ci il a été moins bon. Mais bon, c'était un plan précis effectivement de retourner plein centre. Bon, si Federer avait besoin de savoir comment retourner, il lisait l'équipe le matin, c'était marqué aussi. Évidemment, tu retournes plein centre, tu lui donnes pas d'angle, il est obligé de jouer en reculant. C'est certain que c'est comme ça qu'il faut jouer contre Nadal. Après, entre le dire et le faire, c'est là où est la différence, et c'est là où les grands champions font la différence. Ils sont capables d'appliquer le plan de jeu, mais d'autant plus facilement qu'en face, on sera peut-être un petit peu moins performant sur le service. Oui, d'autres réactions. Sten qui nous dit, et je suis totalement d'accord avec lui, que Djokovic contre Goffin a été très très impressionnant. Pour moi, c'est son meilleur match du tournoi. Je les ai pas tous vus, et j'ai vu les 3 derniers en intégralité. Pour moi, c'était son meilleur match. Et justement. Ouais, mais après Goffin, c'est toujours pareil. Goffin, il fait le break en premier, hein, dans le premier match. Mais Goffin, il est complètement rincé. Enfin, c'est pour ça que je dis que moi, il n'a pas été testé. Goffin, il est rincé. Il s'écroule complètement quand il se fait débreaker. Et derrière, bah, c'est compliqué, hein. Il sortait de 4-7 sur Verdasco et de 5-7 sur, je crois, Medvedev avant. Oui. Bon, pour un gars qui n'a plus trop l'habitude d'aller assez loin dans les tournois, ou qui, voilà, c'est beaucoup, parce que maintenant, on te dit 5-7, ouais, c'est sur gazon, mais enfin, c'est quand même 3 heures et demie, 4 heures de match, hein. Bon, il faut quand même se désempiler. C'est une petite cylindrée, hein, notre ami belge. Et voilà. Et je pense qu'il avait 1 heure d'autonomie contre Djokovic. Je dis pas qu'il aurait battu Djoko, mais il l'embêtait bien quand même au début. Il l'a bien breaké. Dommage, il perd son break bêtement dans la foulée. Et après, bon, ça a été terminé. Il n'y a plus de match. Casto qui te donne raison par rapport au fait, et moi je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu où je me suis mal exprimé, mais je suis totalement d'accord avec cette analyse. Mitrailler le revers de Federer jusqu'à ce que son chip raccourcisse, c'est efficace tout le temps si c'est bien fait. Moi je suis d'accord avec ça. Le problème c'est que je constate que ça ne fonctionne plus autant, puisque cette stratégie semble être... ça fonctionne autant, mais en face il faut envoyer les balles qu'il faut, c'est tout. Ah oui, justement c'est pas fait de manière très efficace. Donc il faut modifier quelque chose dans cette approche, visiblement. Mais non, il faut allonger sa balle. De toute façon, le baromètre de la forme de Raphaël Nadal, c'est sa longueur de balle. On est totalement d'accord. C'est sa longueur de balle. Je crois d'ailleurs que c'est ce que tu disais il y a un mois quand on l'avait évoqué. C'est sa longueur de balle. Et quand 8 fois sur 10, je vais quand même pas exagérer, c'est autour du carré de service, ou c'est quand même peu après le carré de service, c'est qu'il y a un souci. Alors, il y a un manque de confiance dans les coups, c'est assez surprenant parce que quelquefois, il a quand même sorti de très bons coups droits. On s'est dit, ça y est, c'est parti, ça va me mettre en confiance. Et après, de nouveau, voilà. Alors, Federer lui mettait la pression, on est bien d'accord. Il n'a pas toujours délivré ses coups dans le confort. C'est clair, il a moins de temps sur le gazon, mais bon, c'est un très bon joueur de gazon, Raphaël Nadal. Sérieux, c'est quelqu'un qui a été 5 fois en finale de Wimbledon, 2 fois en demi-finale ces 2 dernières années. Il sait jouer sur gazon. Après, effectivement, il y a peut-être le jour sans, mais je pense que ça reste la tactique pour battre Federer. Je le pense aussi. Et en règle générale, contre tous ceux qui ont un revers à une main. Voilà. Mais je le pense aussi, mais je m'interrogeais sur l'utilité d'un plan B si ça ne fonctionne pas. C'était ça le plan B, oui, mais le plan B, t'en auras toujours à ce niveau-là avec ces champions-là. Hein, faut pas rêver. Hein, ça, voilà, il trouvera autre chose. Je trouve le seul revers à une main que je trouve qui
qui est le moins gêné par Wawrinka. le moins gêné, non, c'est Tsitsipas. Ah oui, Je trouve juste. que Tsitsipas n'est pas gêné du tout par le livre de Nadal. Bon, il fait 1m95, Parce qu'il le lift je crois. aussi. Hein. Voilà, donc voilà. Wawrinka, Wawrinka, je crois qu'il a un des pires scores en face à Nadal, donc on peut pas dire vraiment que Nadal soit gêné. Il doit être à 17-2, 17-3, enfin bon, voilà. Je pensais que tu parlais du livre qui gênait l'adversaire, oui. Tu te plaçais du point de vue de Nadal, ok, d'accord. Je parle des revers à une main, en fait. Ah, voilà, je pense que celui qui est le moins gêné par le revers de Nadal, c'est Djokovic, mais c'est un revers à deux mains. Oui, non, un revers à une main, je trouve que Tsitsipas, dans les matchs que j'ai vus, ils sont pas mal rencontrés c'est vrai. les dernières années. Je trouve que franchement, il s'amuse un petit peu avec. Alors c'est vrai qu'il est grand, donc plus t'es grand, naturellement moins tu le prends au-dessus de l'épaule, hein, c'est comme dirait la palisse. C'est vrai que Nadal met moins de lift que dans sa jeunesse, parce qu'il prend la balle plus tôt, il a fait un peu moins tourner pour être aussi plus efficace et pour continuer à gagner. Donc ça va un peu moins haut aussi. Et tout ça, c'est à prendre en ligne de compte voilà, dans la manière d'aborder les matchs. Très bien, tu as sorti une La Palissade. Je vais tenter de trouver une autre figure de Ah style. Bon Ah oui, pourquoi tu as fait allusion à La Palisse et... Ah oui, voilà. d'accord. C'est comme si je disais Federer et Nadal sont de très bons joueurs, c'est une La Palissade. Ouais, je vais tenter de trouver une autre figure de style avant l'émission pour tenter de rejoindre et d'égaliser. On va parler maintenant du gazon, chouette, youhou, vive le débat. Restez calme, restez cool, restez zen. Comme ça me fait penser. Restez avec nous. Restez avec nous. Mais oui, on en a plus on va essayer de pas faire trop long. Hein. Donc, dans 30... c'est pas le parti, hein. Non, dans 30 minutes, on termine. Il faut que ça dure 1h30 au grand maximum. Comme ça. Ah bon. Comme ça, les gens reviennent après. Tu vois, c'est le côté commercial quand même, hein, Stéphane. C'est important. Mais il faut. Justement, on va parler de quelque chose qui va légèrement peut-être nous diviser. C'est la qualité du gazon cette année à Wimbledon, puisque beaucoup de spécialistes et d'experts en la matière ont dénoncé un gazon qui serait particulièrement lent. Cela a, semble-t-il, été confirmé par un certain nombre de joueurs, en ce compris l'un des plus grands joueurs de l'histoire, à savoir Rafael Nadal, et ça a pris, c'est vrai, une proportion que j'estime démesurée à certains endroits de passionnés de tennis. Mais donc, comme on en a parlé pendant quasiment 2 semaines, je veux ton avis et je veux un débat sur la question. Est-ce que le gazon de Wimbledon était-il plus lent cette année? Oui ou non? Et pourquoi? Alors, comme tu dis, on en a parlé sur les forums de passionnés, parce que je peux vous dire que pour le grand public, on n'a rien à battre de tout ça. Hein. Pour lui, il voit Wimbledon, il voit de l'herbe, et c'est le même tournoi depuis 130 ans, je ne sais plus combien. Donc voilà, ça c'est une première réflexion. La deuxième, moi j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que vous trouverez toujours des joueurs qui vous disent, comme Benoît Paire d'ailleurs, qui s'est retrouvé sur un cours annexe, qui dit qu'il avait jamais joué sur un truc aussi rapide, qui vont vous dire que c'était plus rapide, d'autres qui vont vous dire que c'était plus lent. En règle générale, les joueurs vont trouver le gazon contre leurs attentes quand ils perdent. En règle générale, c'est ça. Sauf c'était trop lent, c'était trop rapide, etc. Voilà. Moi, je m'en tiens à ce qui est dit à la fois par le All England Club, que je ne porte pas dans mon cœur, et d'ailleurs, je me marre quand je vois les demi-finales, parce que je pense que ça a été entre deux mecs qui ont rétrogradé au niveau des têtes de série. J'ai pas eu trop le temps de vérifier aujourd'hui, je l'avoue. Enfin bon, ça sera aussi, c'était pas dans le menu, mais enfin bon, les attributions des têtes de série à la tête du client, avec ses points sur herbe, etc. Je le note, on en parlera en décembre. Allez, hop. Voilà. Ça nous fera un débat. Quand je vois Bautista Agut et Pella, ça m'étonnerait qu'ils aient gardé leur rang de tête de série au tout départ, mais enfin ils sont en demi-finale, c'est tout ce que je constate. Parenthèse refermée. Tu digresses. Moi, l'organisation nous dit, les journalistes nous disent et tout le monde dit que le gazon n'a pas changé depuis 2003. Voilà, c'est tout. Alors après, c'est sûr que quand vous avez une quinzaine qui est pluvieuse, vous avez quand même plus de chances qu'au bout du bout, le gazon soit quand même plus humide, que la balle fuse plus et que la balle rebondisse moins. Et quand vous avez une quinzaine comme cette quinzaine ou la quinzaine précédente, il va falloir s'y faire parce que visiblement, le réchauffement de la planète touche même des villes comme Londres. Moi, personnellement, à chaque fois que j'y vais, et j'y suis allé, il faisait pas beau, voire même il pleuvait pendant des jours. Là, visiblement, c'est en train de changer un petit peu. Il faut te poser les bonnes questions, Stéphane. C'est en train de changer un petit peu. Donc voilà, j'ai pas d'autres. Je suis pas un jardinier émérite comme d'autres qui visiblement, à travers leur télé, peuvent dire si c'est plus rapide ou plus lent. On va se dire que, encore une fois, c'est les joueurs qui le disent, mais bon, qu'est-ce qu'on a comme finale à l'arrivée? On a Djokovic, Federer. J'avais envie de dire Nadal quand même, c'est terrible. Hein, Djokovic, Federer.
comme en 2014 ou en 2015. Et on nous dit que cette année serait plus lent, mais c'est la même qu'il y a 5 ans, c'est la même qu'il y a 6 ans. Je sais pas, expliquez-moi. Ouais. Bah, alors, il y a quand même quelques explications, j'en ai noté pas mal. Bon, alors, les arguments qui iraient dans ton sens, c'est effectivement que le service fait toujours la différence, ce à quoi je réponds, bah oui, mais c'est sur toutes les surfaces. Mais c'est quand même un argument qui irait plutôt dans le sens de... En tout cas, peut-être pas dans ton sens, mais en tout cas dans le sens de ceux qui prétendent que la qualité du gazon n'a pas évolué. Un autre argument, c'est justement le responsable de l'organisation du tournoi qui affirme que les tests ont été réalisés et que rien ne permet d'affirmer cette hypothèse. Et puis aussi d'un point de vue purement cynique, les joueurs également, il faut quand même aussi le dire, c'est quelque chose qui n'est pas souvent relevé. Faut pas oublier que beaucoup de joueurs ne pratiquent plus le service volé, non pas, selon moi, parce que le gazon serait plus lent, c'est vrai que ça peut être une explication, mais sur les autres surfaces, on ne les voit pas souvent faire du service volé. Donc moi je pense que c'est un peu un cercle vicieux, puisque étant donné que la saison sur gazon est plus courte, les joueurs, d'un point de vue cynique, Stéphane, imaginons, je vais te rajeunir, tu as, je sais pas, 16-17 ans, t'es lancé, t'es un grand espoir du tennis, et t'as deux options face à toi. Tu dois faire carrière, tu veux être top 10, t'as le potentiel, tous tes entraîneurs te disent tu peux être top 10, déjà top 100 serait déjà super. T'as deux potentiels. Soit tu commences à faire du service volé tout en sachant que ça va être valorisé durant au maximum un mois durant l'année, ou soit tu commences à surtout devenir un métronome du fond du cours, style Djoko, etc. Tu choisis quoi? Non mais comment dire? Non mais tu choisis quoi, Stéphane? Mais forcément. Mais moi, c'est une hypocrisie. Même pas à choisir. Il n'y a pas un prof de club qui enseigne le service volé. Tous les profs de club vont former des Djokovic, des Nadal. Enfin des Nadal, c'est très particulier. Moi, des gens qui jouent comme Nadal, on nous dit, oh ouais, tous les profs ils les entraînent à jouer comme Nadal. Sauf que moi, des Nadal Beach, j'en ai pas vu encore quand même. Par contre, des Djokovic, des mecs qui sont des murs, qui ramènent, j'en ai vu dans les tournois, ils font que ça, puis ils attendent, voilà, bon, à un moment, là, quand tout le monde est bien cramé avec les coups de soleil, on se réveille quand le match est fini, mais voilà, mais personne ne fait le service volé, mais pourquoi? Parce que ça ne paye plus, et ça ne peut plus payer. Quand on a le matériel maintenant, avec des retours, qui repartent au plus vite que le service. Qu'est-ce que vous voulez vous faire trouer quand vous allez servir comme ça? Je veux dire, si ça fonctionnait, Mahut aurait 10 grands chelems déjà, quoi. Ou alors il les a et ça m'a échappé. Ah peut-être. Donc voilà, quelques arguments qui vont dans ton sens, mais tu interpellais tout à l'heure, et je ferai juste une petite pause. D'ailleurs, je vais la faire maintenant, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas été voir du côté des réactions. Stéphane, je t'invite à aller aussi de ton côté, si tu veux, s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Non, mais moi, Fort me dit de lire l'article du Monde, je le ferai peut-être après, quoi, mais pendant l'émission, ça va être compliqué. Ouais, c'est vrai. Après Le Monde, je vais juste préciser que c'est un journal que j'ai très très bien connu, et qu'au niveau du sport, j'en dirai pas plus. Tout le monde a compris ce que tu voulais dire. Louis, s'il avait un commentaire que j'ai voulu relever. Ah oui, voilà. Et ils arrosent le gazon quand il pleut pas. Je suppose que c'est pas une surface artificielle, donc effectivement, je suppose qu'ils l'arrosent quand il fait très très chaud. Maintenant, je pense que ça n'est pas fait spécialement pendant le tournoi, mais ça, c'est une hypothèse. Je pourrais pas le dire. En tout cas, je pense qu'avant le tournoi, on essaye de bien... Franchement, j'ai déjà vu le gazon en finale plus détruit qu'il n'était que non, cet il était bien tenu. Voilà, mais pourquoi il est bien tenu? Il y a une explication. C'est que le brin d'herbe qui pousse, il a été modifié il y a quelques années. En fait, le brin d'herbe est en forme de croix, de X. Ce qui permet effectivement de moins fatiguer le gazon et ce qui permet d'éviter, je pense que vous l'avez vu, il y a beaucoup moins de faux rebonds par rapport à... Moi, j'ai vu des highlights dans les années 90, j'étais tout petit, je connaissais pas le tennis, j'ai vu des choses, je me suis dit mais c'est incroyable le nombre de faux rebonds qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Dans les années 2000, je me souviens, au tout début, je commençais à m'intéresser au tennis, c'est quelque chose qui me frappait aussi. Il y en a quasiment plus maintenant. Mais c'est pour ça que les gens montaient à la volée, on dit qu'il n'y a plus de serveurs volleyeurs, mais les mecs écourtaient les échanges justement par crainte des faux rebonds. Ils se disent oh là là, allez hop, c'était le premier qui montait pour essayer de finir le point et pour éviter de se prendre une balle qui partait un peu n'importe où. Sauf que le brin d'herbe qui a été modifié, il apporte toutes ces qualités-là, mais avec le défaut, il a été modifié il y a quelques années, avec le défaut de ralentir le gazon. Mais ça n'est pas depuis cette année, il faut quand même le dire.
Et puis il y a un autre. Moi, franchement, Federer, il a fait sa carrière sur ce gazon-là, donc d'entendre dire que le gazon est ralenti, que ça avantage un tel ou un tel, moi, ça m'a toujours fait doucement marrer quand même. Bah, il Voilà, c'est s'adapte, tout. il s'adapte. Puis après, si on Federer veut parler de s'adapte bien. surface qui change jamais, c'est pas celle de l'USO, c'est pas celle de l'AO, c'est pas celle de Wimbledon, c'est celle de Roland Garros. Ça ne bouge jamais. Donc, si on peut faire des comparaisons dans l'histoire, il y a un seul tournoi avec lequel on peut les faire, c'est celui-là. Voilà, il faut aussi le rappeler quand même. C'est pas faux, du coup j'étais en train de lire quelques messages, excuse-moi, je pensais que tu serais plus long. Mais c'est très bien, soyons concis. Bah oui, et comme il y a quelque chose, moi j'ai quand même, d'un point de vue philosophique, oublions tout ce qui vient de se passer pendant 2 semaines, Stéphane, et essayons de faire cet effort pédagogique. Imaginons que la surface de Roland Garros ou les balles, puisque Nadal parlait plutôt des balles hein, qui permettaient effectivement de ralentir la surface, imaginons que peu importe les causes, la conséquence serait que Roland Garros serait, selon beaucoup de joueurs, beaucoup de suiveurs, beaucoup d'experts, serait plus rapide et tu pourrais te retrouver, c'est une question philosophique, hein, je te demande, hein, et tu te retrouverais avec un Mahut qui commence à taper des spécialistes de la terre battue. Bon, tu vas me dire, c'est un très mauvais exemple, vu ce qui s'est passé cette année, mais avec, je sais pas moi, Feliciano Lopez qui commence aussi à se retrouver en demi-finale de Roland Garros, ou Mahut en demi-finale de Roland Garros, avec un abus de service volé, etc. Est-ce que ça te choquerait ou est-ce que tu te dirais bah tant pis, enfin il faut s'adapter, ou est-ce que tu fais partie des gens qui, parce qu'il faut aussi les écouter, et moi je ne partage pas leur point de vue, mais j'écoute cet argument des gens un peu nostalgiques qui disent c'est bien que d'un point de vue plus traditionnaliste, plus conservateur, que chaque tournoi du Grand Chelem garde ses spécificités. Oui, D'un point de vue philosophique, qu'est-ce que tu penses de cette réflexion? moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord pour qu'il y ait des spécificités sur gazon, mais je suis aussi complètement d'accord avec la réflexion qu'ont eu les organisateurs de Wimbledon en se disant si on continue comme ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Il n'y aura plus de match. Enfin, je veux dire, on est en train de couler. Pourquoi est-ce qu'ils changent des organisateurs de Wimbledon? Je pense pas que ça soit Stéphane, que ça soit Chris, que ça soit Fedford ou Sten ou Louise qui disent écoutez les gars, il y en a marre de voir du tir au pigeon, faut ralentir un peu. Ils ont cette réflexion-là de se dire avec le nouveau matos, c'est plus possible. Il y aura plus de jeu. Donc ça c'est plus du tennis. Puis vous vous retrouverez avec un mec de 2 mètres avec Karlovic qui gagnera 5 fois parce que de toute façon ça sera un concours comme ça. Donc à un moment ils l'ont ralenti. Ça reste quand même des spécificités. Un mec comme Querrey, vous le retrouvez en quart de finale, il fait pas un mauvais match en plus sur Nadal, ou en tout cas bon il a vendu sa peau, alors qu'il fait pas grand chose d'autre dans l'année. Bon, comme par hasard il arrive sur gazon, il a un gros service, et bon il va loin. C'est un exemple, il y en a tous les ans. Isner, Anderson l'année dernière, ils ont provoqué le changement de break du tie-break, heureusement d'ailleurs, parce que je crois qu'on y sera encore cette année. Voilà. Pourquoi? Pas encore durant en direct là. Ces 2 gros serveurs, Isner, Anderson, je crois qu'on n'est pas à la veille de les voir en demi-finale de Roland Garros. Voilà, donc il y a encore ces spécificités. Et ça ne peut pas être non plus une patinoire ou un truc où du parquet où la balle rebondit jamais. Quoi. Mais on est d'accord, Stéphane, que Ouais. C'est difficile moi je pense. Moi, mon avis, c'est que je pense que c'est difficile. C'est pour ça que j'ai pas voulu me mêler trop de ce débat parce que j'ai quand même dit que globalement, je trouvais que c'était plus lent, mais c'est comme je n'aime pas résumer une analyse complète d'une évolution tennistique ou même d'une évolution sociétale, mais c'est autre chose, sur un phénomène. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être très prudent. C'est vrai que cette année, quand même, il y a quand même des chiffres. Moi, il y a quand même des choses qui sont passées, je les ai notées. Kukushkin qui bat Isner. Bon, à chaque fois, il y a quand même aussi des circonstances, des blessures. Non, mais Isner, mais il revient de blessure. Ouais, Isner, il a offert un titre, c'était où, à Indian Wells ou... Indian Wells contre Federer. Soi-disant, il n'était pas blessé. Il a fait une fracture. Non, il n'était pas blessé. Voyons, Stéphane. Il s'est blessé pendant le match, et il s'est fait une fracture de cheese, non, pas facile. Non, j'étais ironique, Stéphane. Je suis pas en train de remettre en cause des Master 1000 de Federer. J'espère que j'aurai des choses plus intéressantes à faire dans ma vie. Mais bon, Isner, il se blesse là, il revient. Anderson, il revenait aussi. Raonic aussi, je suis même surpris qu'il ait réussi à en filer 4 matchs. Donc voilà, alors après on nous dit, ouais, Pella, il passe ces gars-là, c'est pas normal, machin et tout. Mais Pella, il est plus en forme que tous ces gars-là réunis. Pella. Voilà. Simon avait battu Anderson, je crois, non, pour sa reprise. Donc bon, on va pas dire non plus que ça soit un grand spécialiste de la chose. Donc il faut, et voilà, il y a toujours des raisons, il faut toujours, voilà, c'est facile de dire, voilà, il y a Pella en quart de finale, donc fatalement, non, c'est pas, c'est vrai que ça arrive toujours, mais
Tu parlais du service volé, Edberg a fait finale à Roland-Garros, contre Chang. Bon, il faisait service volé, il a pas gagné, il était quand même favori de la finale, il l'a pas gagné, mais il faisait du service volé pratiquement sur tout. Stéphane Edberg, il était quand même en finale de Roland-Garros aussi. Donc on a le droit aussi de temps en temps d'avoir un terrien entre guillemets qui arrive en quart de finale de Wimbledon sans qu'on dise ah là 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 la pelouse. C'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ne jugeons pas, même si pour moi ça m'interpelle, et je veux pas qu'on tire de jugement hâtif ou de conclusion définitive. Je pense, attendons de voir peut-être si durant 2 ou 3 éditions on a comme ça des terriens entre guillemets qui commencent à taper à chaque fois des spécialistes du gazon. Là peut-être qu'on pourra dessiner, mais c'est vrai que cette année c'était bizarre, mais attendons de voir l'année prochaine, peut-être que la tangente sera totalement à l'inverse. Rappelons qu'Anderson a fait finale l'année passée, donc voilà, Anderson il ferait jamais probablement jamais finale à Roland-Garros. Ton propos d'ailleurs a été confirmé sans qu'il ne le sache, puisqu'il l'a écrit avant par Casto, alias Mr. K, qui confirme et qui ajoute 2 autres exemples, Rafter en demi-finale à Roland-Garros. Ça je m'en souviens pas, par contre je me souviens très bien de Tim Henman qui avait été demi-finaliste à la Porte d'Auteuil, entre autres réactions. Il y a Sten qui vient d'écrire quelque chose. Oui, et qui confirme le propos donc de Mr. K, qui dit que personne ne s'est mis à prédire l'apocalypse en disant qu'ils avaient accéléré la terre battue à ce moment-là. C'est vrai que donc c'est pourquoi il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. On en revient à notre schéma initial. On reparlera de la longévité du top 3 un peu durant les 5-10 dernières minutes de l'émission. Juste, Stéphane, au niveau de tes satisfactions, j'en ai demandé 3, maintenant tu peux en avoir 2 ou 4, bien sûr, et des déceptions. Et je vais boire un coup parce que j'ai les lèvres toutes sèches, et du coup je n'articule pas, c'est dommage quand même quand on fait de la radio. À toi Stéphane. Donc les satisfactions, je vais te dire une chose, ça a été difficile à trouver quand même, parce que franchement des satisfactions dans ce tournoi. Alors on va dire Agut, parce que c'est sa première demi-finale à 31 ans, il fait une très bonne saison. Ils sont pas nombreux à avoir battu 2 fois Djokovic. Il prend un set à Djoko, il est pas plus ridicule que la plupart des gens qui ont joué Djoko pendant ce tournoi. Donc voilà, je dirais une satisfaction. Enfin bon, c'est quand même pas non plus un perdreau de l'année. Pella aussi, j'en ai parlé en début d'émission, donc je vais pas, voilà, c'était un peu la surprise du chef. Il bat Raonic, Anderson, Sepi, voilà, bon, on en a parlé, donc je vais gagner du temps. Et puis bon, un petit mot aussi, ça te fera sans doute plaisir sur David Goffin aussi, parce que bon, qui revient à un niveau intéressant. Bon, il bat Medvedev en 5-7, Verdasco en 4. Voilà, et puis bon, j'en ai déjà parlé aussi contre Djoko, donc ça a été physiquement, je pense, trop compliqué pour lui cet enchaînement. On sait que c'est une petite cylindrée, c'est pour ça qu'il a quelquefois du mal à aller au bout du bout dans les tournois, et même quand il va en finale, je pense à une finale, je crois à un moment contre Nadal à Barcelone ou en demi-finale où effectivement il avait approché le premier set et puis derrière il s'était écroulé. Tu parles de quel... Excuse-moi, je t'ai pas suivi, tu parles de qui là? De David Goffin. Ah oui. Je dis qu'il a quelquefois du mal à enchaîner les matchs parce que c'est pas non plus la plus grosse cylindrée. C'était un très beau match à Barcelone, je me souviens. Avec quelques magnifiques. Alors après pour les déceptions. Attends, je t'interromps. Oui, alors tu peux me donner tes satisfactions. Ouais, voilà, comme ça, voilà, il y a un petit échange. Mais ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui t'ai lancé sur les deux. Je vois que tu es très pro et tu. Ah mais moi j'écoute. Ah non, mais voilà, tu écoutes et c'est parfait. Donc désolé, j'ai pas été très précis. Donc voilà, mais globalement, je vais te rejoindre. Moi, j'avais surtout, évidemment, mais on en a déjà un petit peu parlé, le Big 3, parce que pour moi, il faut pas banaliser le côté exceptionnel de ce qu'ils font. Et quand ils iront, enfin, toi, t'as un peu plus d'expérience tennistique que moi. Ce qu'ils font là, je pense que j'espère pouvoir dire que on n'a jamais vu ça. Et je pense que pendant 50 ans, il est très, très improbable qu'on revoie un jour 3 monstres comme ça, et dans le sens positif, 3 géants qui viennent et qui dominent comme ça le circuit pendant tant d'années. Pour moi, c'est juste extraordinaire. Et il faut jamais oublier, il faut jamais banaliser ça. Et je le dis notamment s'il y a des Suisses qui nous écoutent, profitez-en à fond. Ça, c'est vrai. Vous, les Français, vous avez connu ça. Quand il y a un grand champion comme ça, il faut en profiter à fond. Ce n'est pas éternel, donc bravo à eux 3. Et forcément, je te rejoins quand même Pella qui enchaîne Anderson et Raonic. Certes, les deux avaient des petits bobos à gauche, à droite. Et Bautista Agut, moi, ce qui m'impressionne chez lui, je sais pas si tu vas être d'accord, mais en fait, je l'ai pas vu souvent. Je l'avais vu quelques fois, mais sur gazon, ça m'a vraiment plus frappé. Il m'a beaucoup fait penser à Andy Murray. Je sais pas si t'es d'accord au niveau du jeu, pas au niveau de l'attitude, mais au niveau de
Ouais, il a un côté métronome avec Non, mais tu parles de Raonic? Non, Bautista Agut. Ah non, Raonic, non. Bautista Agut, Ah, pardon, oui, j'avais pas entendu. il me Oui, fait oui. penser un peu Non, mais j'avais mal entendu. Pas Je de t'entendais souci. plus à un moment. Bautista Agut, Oui, il me fait penser... Bautista. Moi, j'ai du mal un Très peu. plat, Bon, comme ça, tu c'est vois. vraiment charisme zéro. C'est Oui, un gars non. sympa, que tout le monde aime bien, visiblement, du côté espagnol. Bon, on sait ce qui s'est passé l'année dernière avec sa maman, voilà, il a joué le lendemain, enfin bon, voilà, c'est pas Djokovic, ça l'a pas empêché de lui mettre une lance, mais c'est le sport professionnel, c'est comme ça. Voilà, mais après, bon, franchement, quand on voit Djokovic contre Bautista, les deux avec leur gapette sur la tête, là, bon, t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête, quoi, hein. Enfin, franchement, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'en pense, hein. Oui. Donc, banaliser, Non, mais ouais, oui, je t'en prie. Non, je corrigeais... alors que je l'avais mis dans mes satisfactions, donc on peut pas dire que je... Voilà, mais non, bon, complètement. c'est un gars qui est solide et tout, mais enfin, à un moment, pour suivre des Un peu champions, comme Goffin, quoi. Un peu comme Goffin. faut qu'il y ait un peu de charisme. Enfin bon, ceci dit, ouais, il se lâche souvent quand il gagne à la fin, notre ami Roberto, mais voilà. Bon, après, on peut compter sur lui pour couper quelques têtes, ça peut toujours être un peu intéressant. Au niveau des déceptions, quel serait ton podium de la loose? Bah moi, c'est pour répondre à ce que tu disais sur le Big 3, je dirais que de manière générale, l'énorme déception, mais il y a des explications. C'est la fameuse next gen, Zverev, Thiem, Tsitsipas, enfin tout ça, ça saute au premier tour quand même, quoi. Ouais. Bon, là, on parle des gens voilà. qui sont non seulement dans le top 10, mais dans le top 5 aussi. Enfin, pour deux d'entre eux, en tout cas. Ils perdent vraiment contre voilà, c'est pas, ils ont pas pris Kyrgios au premier tour, même si certains sont en train de nous expliquer que maintenant que Nick Kyrgios était un très bon tirage pour Nadal, il faut quand même avoir le moral. Mais voilà, ils perdent vraiment contre des gens qu'ils auraient dû battre. Et j'ai l'impression, parce que quand ça se répète comme ça, sur des tournois comme ça, je vois que Zverev d'ailleurs va faire Hambourg derrière, hein, voilà, il retourne à la terre battue. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas, alors je me trompe peut-être, hein, qu'ils n'ont peut-être Tsitsipas à part parce qu'il a très très mal vécu, mais on sent que lui c'est une graine de champion quand même, hein, il a cette mentalité-là, mais on sent qu'il n'aborde pas forcément Wimbledon comme la génération précédente. Je dis pas qu'ils s'en foutent un peu, mais bon, ils ont perdu au premier tour, bon, bah, tant pis, ils ont perdu. Pas grave, il y a un tournoi la semaine d'après ou 15 jours après. Je trouve que voilà, c'est trop troublant qu'ils perdent quand même tous les trois au premier tour cette année sans que ça dénote quelque chose. Et par corollaire, bah, effectivement, bah, à partir du moment où on a quand même des mecs qui sont derrière au classement, qui sont 4e, 5e, 6e, 7e, bah, qui sautent tous au premier tour, qui c'est qu'on retrouve à la fin? Bah, les mêmes, hein, le top 3. Ben voilà, on retrouve toujours les mêmes parce qu'ils sont pas challengés non plus, hein, parce que je suis désolé, mais enfin quand vous jouez à Agut en demi-finale pour Djokovic, bah c'est pas quand même sorcier. Quand vous jouez un Kouiré, même si c'est un gros serveur, le gars à ce moment-là, il est quand même 65e mondial, je crois, pour Nadal, c'est pas de Tsitsipas non plus. Bon, Nadal devait jouer Thiem, mais bon, on peut penser que Thiem, s'il arrive en quart de finale, non, pas Wimbledon. voilà, non, mais bon. On peut dire que Thiem c'est un bon tirage pour un quart, sauf que si le gars il arrive jusqu'en quart, c'est que bah, il a pris la chose au sérieux. Bah, visiblement non, puisqu'il saute dès le début, etc., etc. Donc vraiment la next gen, là je vais pas en dire plus, mais énorme déception sur ce Wimbledon, ça n'a pas rebattu les cartes et si on a acquis, il faut retirer des têtes de série l'année prochaine. J'espère que ce sera bien eux et qu'ils seront sanctionnés et pas les gens qui sont numéro 2 mondiaux en ayant gagné à la sueur de leur front leur place et en gagnant le Grand Chelem précédent. Autre déception aussi, alors c'est un petit peu paradoxal, c'est Berrettini. Berrettini, il arrive en huitième de finale. Il arrive en huitième de finale, donc ouais, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est bien. Le problème, c'est que bon, il a explosé parce qu'il a beaucoup trop joué avant. Il a beaucoup trop joué. Il gagne un tournoi, il arrive en finale de l'autre. Bon, après, il fait quoi? Il fait 5-7 contre Schwartzmann. Voilà, il arrive complètement fusillé face à Federer. On attendait un gros choc, et là, pour le coup, ça a été un gros flop. Donc, très décevant sur son approche du tournoi. Je pense qu'il va en tirer des conclusions parce que c'est un jeune joueur sur le circuit professionnel et il va se rendre compte qu'il faut pas faire tous les tournois avant, quoi. Voilà, c'est pas possible. Il aurait dû, je crois, alors, j'ai pas vérifié, je crois que c'est Stuttgart qui gagne. Et derrière, fallait qu'il lève le pied. Et il n'a pas pu enchaîner. Il est arrivé jusqu'en huitième, mais bon, les 5-7 contre. Il gagne Stuttgart et il fait demi-finale à Halle.
Voilà, il fait demi-finale à Halle et derrière il arrive en huitième. Et sauf que le problème c'est qu'il Et moi, c'est la arrive en qualité de huitième jeu, quoi. en laissant beaucoup de force et il est Ouais. ridicule face à Federer. C'est Quoi. la Voilà, alors. qualité de jeu, moi, c'est pas le fait qu'ils prennent, voilà, qu'ils prennent une petite correction. Moi, c'est la... Et tu sais, j'ai failli le mettre dans mes déceptions. Je me suis dit, on va me prendre pour un fou Ouais. parce que c'est quand même un Non, jeune non, joueur mais, qui arrive en huitième de finale. Je me suis dit, il y a deux choses qui vont me faire passer pour un fou, c'est ça et Bautista Agut, la comparaison avec Murray. Bah, il y en a un des deux où on m'a pris pour un fou, mais pas l'autre. Alors la troisième déception, alors c'est pas une déception parce que ça fait très longtemps qu'on n'attend plus rien de lui, c'est Bernard Tomic, notre ami australien. Alors c'est pas tellement parce dur, que là. il balance le match contre Tsonga, enfin 58 minutes quand même pour un premier tour. Il prend 50 000 dollars d'amende, qui est le montant de son prize money du premier tour. La déception, c'est qu'il porte plainte quand même. Je sais pas si tu l'as vu, il porte plainte contre les organisateurs parce qu'on va lui retirer les 50 000 dollars. Alors, il a des explications en disant ouais, mais j'ai eu de la fièvre en Turquie, j'ai quand même joué alors que d'autres se seraient retirés. On rappelle quand même que quand on se retire maintenant, selon certaines conditions, on prend quand même la moitié du prize money. Ça aurait certainement fait plaisir à un joueur qui lui aurait eu envie de jouer. C'est une insulte au tennis, ce type. Voilà. Donc il a le droit de balancer son match, hein, tant pis pour lui. Mais enfin bon, après derrière, viens pas pleurer que tu sois sanctionné quand même. C'est voilà, dur. Il a pris un jeu de plus qu'à Roland Garros. Moi, je trouve franchement, par rapport à sa mentalité, c'est extraordinaire. Ouais, mais bon, je pense que ça a été plus rapide qu'à Roland Garros quand même. Ouais, mais il a quand même pris. Oui, c'est vrai. Comme Moins quoi, d'une heure pour 3 sets. Comme quoi, ce n'est pas encore de la terre battue. Surtout avec un set à 6-4 quand même. Hein. Ouais. C'est 4-2 et 1, je crois, hein, c'est ça. J'ai pas vu le match, ouais. enfin. Donc bon, il a pas 7 jeux et il en a pris 6 à Roche. J'ai pas de regret non plus. Ah bah, sans blague. Bah, mais ma déception, je vais te rejoindre. Hein. Zverev qui coince toujours en Grand Chelem. Il avait fait, donc il avait été 8e de finaliste il y a 2 ans. Il a quand même obtenu un quart de finale cette année à Roland Garros, mais voilà, premier tour est déjà une défaite par Vesely, si ma mémoire est bonne, qui avait battu Novak Djokovic à Monte-Carlo en 2016. Moi, j'avais vu ce match-là, je me souviens de lui, mais oui. Djokovic qui était un peu bien de ce match, oui. Tsitsipas aussi, parce que je pense que sa défaite contre Wawrinka à Roland Garros lui a fait mal. Je ne sais plus quel ancien champion avait dit qu'à l'issue du match, il avait vu Tsitsipas qui était totalement défait, qui pleurait, qui avait pleuré pendant 15-20 minutes à l'issue de cette défaite à Roland Garros contre Wawrinka. Je pense qu'il a peut-être un petit peu pris un coup sous le casque, même si bon, tu vas me dire, beaucoup de champions pleurent et le lendemain matin ils oublient, mais visiblement, là, ça l'a un petit peu affecté, me semble-t-il. Et puis, un joueur que tu n'as pas cité, c'est Kevin Anderson. Je sais bien qu'il a eu des pépins cette année, qu'il revient de blessure, qu'il manque de repères, entre autres, mais quand même, là, je n'ai pas vu le match contre Pella, mais j'ai vu un très long highlight, et ce que je peux dire, c'est que j'étais vraiment impressionné par le côté babal de son jeu. Je l'ai pas reconnu du tout. J'ai l'impression qu'il était totalement en manque de confiance, donc il prenait très peu de risques par rapport aux zones de sécurité. Et Pella se régalait forcément, parce que là, on avait l'impression d'être dans de très longs rallyes interminables. Et donc voilà, pour mes déceptions, il reste à peu près, il reste pile 10 minutes d'émission à l'instant. Donc on va terminer par les tricolores et... Un mot quand même sur Anderson. Bon, oui. Pour un serveur, une blessure au coude, voilà, je sais pas s'il peut y avoir pire. Peut-être l'épaule. C'est pas évident. C'est sûr. Alors, ta note sur 10 pour les joueurs français, sans transition. Les joueurs français, je tourne ma page. Excuse-moi, non mais je suis... C'est pas bien ce que je fais. Mais moi je vais te dire, moi je vais mettre 5 sur 10 aux joueurs français. Parce que quand même, durant cette édition, il y a 2 donc, qui ont atteint les 8e de finale. Je te laisserai développer un petit peu plus tard. Donc il y avait quand même eu des résultats significatifs. Il faut savoir que l'année passée, il y en avait 3 joueurs français en 8e. Donc c'est le même résultat, 2 joueurs présents en deuxième semaine, par rapport à 2017, c'était il y a 2 ans donc. Où c'était Benoît Paire et Adrien Manarino qui, il y avait 2 ans, avaient atteint les 8e de finale. Donc, quelle est ta note concernant les joueurs français, Stéphane ? Pour les joueurs français, j'ai mis 6 sur 10. J'ai mis un peu plus qu'à Roland Garros, parce que bon, ils étaient quand même 8 au deuxième tour, hein, cette année, à Wimbledon. Donc, on dit que les Français aiment bien le gazon. C'est un peu ce qui se dit. On sait pas pourquoi, d'ailleurs, parce que bon, je pense pas qu'ils soient élevés là-dessus. En fait, personne n'est plus élevé sur le gazon non plus, hein. Faut bien dire que personne n'y joue. Donc, bon,
après, c'est toujours un petit peu à la loterie quand même, hein, ce style de tournoi. C'est d'ailleurs en règle générale celui sur lequel j'ai les plus mauvais résultats au pronostic, puisqu'il s'y passe en règle générale beaucoup de n'importe quoi dans les premiers tours. Enfin, on l'a encore vu cette année. Donc ouais, 8 au second tour. Après, il y en avait plus de 4 au troisième. C'est encore une fois Benoît Paire qui est allé le plus loin en compagnie d'Hugo Humbert cette fois-ci. Bon, Paire, il fait 2 huitièmes de finale. J'ai été déçu. Je crois qu'il est parti battu d'avance par Bautista Agut. C'est quelqu'un qui ne l'a jamais battu. Il avait perdu 6 fois avant, plus 2 fois dans des tournois Challenger. Bon, voilà, on sent que voilà, il croyait pas. C'est dommage parce que bon, il était plutôt pas mal parti. Quelqu'un qui criait son aversion au gazon, pour le gazon, il y a quelques années, finalement, il est revenu à de meilleurs sentiments, ou alors peut-être que c'est plus du gazon, diront certains. Il avait déjà Humbert aussi, ok, je trouve qu'il est quand même complètement passé à côté de son match contre Djokovic. Alors d'accord, c'est Djoko, d'accord, c'est un numéro 1 mondial. Après voilà, je pense qu'il avait peut-être un jeu de gaucher pour plus l'embêter que ça, sur une surface qui peut bien lui convenir avec son bon service, etc. Donc voilà, je suis un petit peu déçu par le fait qu'il soit passé vraiment à côté. Maintenant, bon, je pense qu'on aurait tous signé pour un huitième de finale pour Hugo Humbert. Faut savoir que vous êtes quand même dans les 16 derniers. Donc, ça correspond pas à son classement, donc c'est bien. Ouais. La plus grosse déception, donc le joueur français. Moi, je te laisse le dire d'abord et après je te dirai le nom. Ouais, enfin, je sais pas. Moi, je pense à Manarino quand même qui avait atteint 2 fois les huitièmes de finale cette année, qui faisait de très bons tournois de préparation et qui était défait au premier tour par Cilic. Je ne sais même plus contre qui il perd. Par Cilic. Manarino contre Cilic, non. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Il perd contre Cilic, oui. Ouais, il perd contre Cilic. Bon, voilà, c'est ma mémoire qui joue. Oui, Cilic, il perd en 3-7. Oui. Cilic, 3-7 assez serré, autant que je me souvienne. Voilà, mais c'est pareil, parler de déception, ça voudrait dire qu'on attendait vraiment quelque chose. Bon, Manarino à Wimbledon, je pense que c'est quand même rarement au-delà du deuxième tour. Hein. Non, il fait 2 huitièmes de finale, je crois, déjà. Je pense qu'il a atteint 2 fois les huitièmes de finale à Wimbledon. Mais il faudrait que... C'est ma mémoire qui parle, là. Je t'avoue, j'ai pas vérifié. D'accord. Ok, bon, ça reste deux fois aussi pour un type de 30 ans, donc c'est pas non plus. Voilà, bon, c'est. Donc voilà, pour des déceptions, non, on va pas toujours taper sur les mêmes, hein. On comprend, mais voilà, bon, il y a quelques petites satisfactions, pas de grosses déceptions. Bon, Gasquet, on sent que bon, voilà, c'est peut-être son champ du cygne cette année. On a Grégoire Barrère qui est sorti encore une fois des qualifs, qui a encore une fois passé un tour. Bon, voilà, après il tombe sur couille, c'est le copain, donc c'est difficile de Dommage pour Moutet contre Dimitrov. Autre déception. Non, c'est pas dommage, il a gagné. Hein. Ah, il a battu Dimitrov, je me souviens plus. Ah oui, il bat Dimitrov. Hein. Il a pas failli perdre ce match, je me rappelle. Pardon ? Il a pas failli perdre ce match, je sais plus pourquoi je pense ça. Mais il était mené, il était mené de 7-0. Hein. Mon inconscient m'a fait dire qu'il avait perdu ce match. Je l'ai pas regardé, j'avoue. Désolé. Voilà. Comme quoi, il faut toujours. C'est pour ça que tu m'invites aussi pour me corriger, ben voilà. Pour te remettre sur le droit chemin. Mais ceci étant dit, Manarino, comme ça fait un partout, il a atteint 3 fois les huitièmes de finale à Wimbledon. C'est pas mal pour un joueur français, c'est pas mal. Ouais. Bien. Mais bon, voilà, on se retrouve dans le marasme habituel, c'est-à-dire que maintenant on n'a plus de cadors, hein, donc bon, on se contente de deuxième, troisième tour, de petits jeunes qui font une perf, hein, voilà, en espérant que ça pousse un peu, et on fera encore plus vite sur les femmes, puisque bien sûr, là, c'est le désert de Gaudi. Mais il nous reste 5 minutes. Comme d'habitude. Voilà, donc on n'en parle pas. Il reste 5 minutes. On va peut-être déborder de 2-3 minutes quand même pour parler de la longévité du top 3, même si on a déjà dit beaucoup de choses par rapport à ça. Oui. N'hésitez pas un petit peu à réagir pour cette toute dernière minute, peut-être pour ces dernières interventions en direct. Et tu sais, c'est pas mal. La dernière fois, j'ai commis 2 bourdes. Cette fois-ci, je n'en commets qu'une seule. Alors, du coup, tu m'as mis un doute, j'irai vérifier, mais bon, il me semble que oui. Non, j'ai vérifié. Il avait effectivement, il a effectivement perdu les 3 sets suivants. Okay. Et il est allé au tie break, c'est pour ça que je voyais le live score, je me suis dit, mince, c'est dommage qu'il perde au premier tour. Peu importe, ça nous arrive à tous. Ceci étant dit, donc, WTA quand même, ne soyons pas misogynes. Serena Williams, donc, qui a été, quand même, ne soyons pas misogynes, parlons-en 2 minutes. Serena Williams. Pourquoi ça te fait rire? Qu'est-ce qu'il y a de drôle?
Pardon. T'as lu un truc ou Non, quoi, là excuse-moi. Mais non, c'est parce que je dis ne soyons pas misogynes. On place ça à la fin de l'émission et on en parle 2 minutes. Ah oui. Non, pour J'étais. évacuer, Ah ouais, oui. non, ouais. Non, on en parlera un peu plus alors. Donc, excusez-moi. Donc, Serena Williams battue par Simona Alep. Est-ce une passation de pouvoir selon toi? Non. Non, parce que le pouvoir, il était déjà passé d'ailleurs à un moment, hein, puisque Simona a été numéro 1 mondial. Elle n'a pas réussi à conserver ce rang. Loin de là d'ailleurs, hein, puisqu'elle était même sortie du top 5. Elle va y retourner bien sûr lundi, mais ne Oui. sera pas numéro 1. Ouais. Non, c'est pas une passation de pouvoir, parce que je dirais qu'une fois de plus, avant le début du tournoi, contrairement aux hommes d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui rend les choses un petit peu intéressantes chez les femmes. Elles sont une bonne dizaine, une bonne douzaine à pouvoir prétendre l'emporter, et voire même des gens à qui on place, enfin des joueuses qu'on ne place même pas parmi les favorites au départ. Donc voilà, c'est très ouvert. Après, il n'y a pas de transmission de pouvoir. On n'attendait pas Alep, il faut bien le dire quand même, à Wimbledon. Hein, c'est clair, c'était pas franchement là qu'on l'attendait pour son deuxième Grand Prix. Mais Grand Chelem, pardon, je commence à fatiguer aussi avec le Grand Prix de Silverstone cet après-midi. Tu regardes Donc encore ça, voilà, toi, elle a atomisé Serena en finale. C'est pas très très surprenant parce que bon, à l'instar de Novak Djokovic, Serena a eu un pouvoir pour aller là-bas. Elle n'a pas été testée. Elle joue Alison Risqueux, je crois, en quart, Strikova en demi. Enfin voilà, c'est pas une fille normalement qui peuvent l'inquiéter sur gazon. Elle n'a pas été inquiétée, en tout cas pas beaucoup. Et puis quand elle rencontre vraiment, bon, ce qu'on veut, qui fait quand même un très gros match, hein, Simone Alep, sur le peu que j'ai vu, hein, puisque j'étais un peu bousculé hier, mais bon, j'ai vu quelques passages en direct et j'ai revu les highlights et les commentaires. Et elle sort vraiment un gros match. Ah ouais, énorme. Et Serena Williams, à un moment, il faut dire ce qu'il est, c'est ce que c'était. Je pense que ça ne redeviendra plus ce qu'elle était. Elle n'y arrive plus. Elle n'y arrive plus. Quand elle arrive, ça fait 2 fois quand même qu'elle se prend une danse en finale de Wimbledon. Elle se prend 3-3 par Kerber l'année dernière quand même. Là, c'est 2-2. Est-ce que c'est 1-1 l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais bon, pour une championne qui a son expérience, qui a gagné plus de 20 grands chelems, de plus appréhender de manière correcte des finales au niveau émotionnel, ou alors c'est au physique. Enfin bon, il y a quelque chose qui coince. C'est quand même des sacrés roustes. Il y a moins d'1 heure de match quand même hier. Parce que là, on parlait des hommes, mais sur l'ensemble des demi-finales et de la finale dames, il y a 11 jeux de marqués par les perdantes. En 3 matchs, sur les 3 derniers matchs. C'est peu. Les 3 derniers matchs, il y a 11 jeux marqués par les perdantes. Ouais. C'est terrifiant, quoi. Bon, et Serena Williams prend 3 rouges. Je veux bien qu'on prenne 3 millions de dollars pour jouer 58 minutes. Enfin, à un moment, on va falloir se poser votre question peut-être une autre fois parce qu'on a déjà beaucoup débordé. C'est certain. Simona Alep qui remporte, tu l'as déjà dit, son deuxième tournoi majeur. Le premier, c'était à Roland-Garros l'année passée. Donc, à 27 ans, elle semble avoir atteint l'âge de la maturité. Elle avait perdu ses 3 premières finales de Grand Chelem. Oui, elle avait perdu ses 3 premières finales de Grand Chelem. Quant à Serena Williams, ses 3 dernières finales de Grand Chelem, elle vient de les perdre. Et assez sèchement. Donc effectivement, on peut se demander si ce n'est pas... j'aime pas la façon dont tu dis oui, j'espère que je ne suis pas redondant et je le crains. Non, je l'avais pas dit. Non, ok, parfait. Elle perd, je crois, de mémoire, l'USO, l'Open d'Australie, et donc Wimbledon. L'USO, oui, contre Osaka, on s'en souvient. Wimbledon contre Kerber, ouais. Et donc ici, à nouveau Wimbledon perdu contre la très jolie Roumaine. C'est pour faire plaisir à un de nos fort rumeurs. Bah écoute, sur la longévité du Big 3 et du top 3, donc... C'est amusant parce que la dernière émission, je sais pas si tu vas t'en souvenir, on avait dit qu'on n'avait pas le temps de l'aborder, qu'on l'évoquerait lors de la prochaine émission. Et cette fois-ci, on n'aura à nouveau pas le temps de l'évoquer. Cette longévité, décidément, heureusement qu'ils sont plus tenaces que nous. Mais ça va être la fin de l'émission. Je vais te proposer, bien sûr, dans quelques instants, de donner le mot de la fin. D'abord, je vais aller voir votre toute dernière réaction. Vous remercier pour cette émission donc, qui a été réalisée dans des conditions un tout petit peu particulières, forcément. Oui, puis il va falloir manger quand même. Ah bah oui, parce que je crois quand même que... voilà. Qu'est-ce que tu manges pour l'anecdote? Alors ce soir, je sais pas, j'avais prévu quelque chose. Nous avions prévu avec madame quelque chose. Je pense que vu l'heure, ça risque d'être d'être plus pratique. Une pizzeria. On va manger froid.
Bah Mais bon, écoutez, attends, je vais euh, juste saluer, puis je te laisserai ouais, le ouais. mot de la fin. Ce sera à toi de dire au revoir et tutti quanti. Hein. Donc, merci à toutes et à tous. Donc, pour votre fidélité, on se retrouvera parce qu'on a décidé de se retrouver maintenant très souvent. On aura une émission donc juste avant le début de l'US Open, histoire de faire quelques perspectives et d'évoquer l'US Open série qui à ce moment-là viendra tout juste de se clôturer. Et on aura l'occasion de débattre du tirage au sort de l'US Open, de dire est-ce que Rafael Nadal est à nouveau favorisé. J'espère que cette fois-ci on a quand même dit qu'il ne l'était pas à Wimbledon, c'est moins qu'on puisse dire. Enfin bon, il y aura tout ce genre de débat qui risque d'être intéressant et passionnant. On fera une petite perspective pour voir si Novak Djokovic pourrait peut-être se rapprocher de Rafael Nadal, ou Nadal de Federer, ou Federer de Dieu. On aura l'occasion de débattre de tout ça. Merci pour vos réactions. Le podcast sera disponible en fin de soirée. Vous pourrez nous réécouter quand vous le souhaiterez. Et donc, je vous dis à tout bientôt. Bonnes vacances à toutes et à tous. Profitez-en si vous avez la chance de pouvoir en avoir. Et donc, Stéphane, je te cède le témoin pour que tu puisses t'exprimer et dire ce que tu veux. Pas trop de bêtises quand même. Merci Chris, merci à toi d'ailleurs pour l'énergie que tu déploies pour pouvoir organiser ces émissions MPR et de plus en plus souvent. La même chose, bonnes vacances à tous. On va peut-être laisser de côté Hambourg le 22, Washington le 29, c'est 500 qu'on va avoir pour vraiment ceux qui sont en manque, qui se retrouver à l'Open du Canada le 5 août et à Cincinnati le 12 pour le début de l'US Open le 26 août et on fera effectivement, comme l'a dit Chris, une petite émission avant pour dresser un état des lieux, notamment après les Master 1000 américains. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'être restés avec nous à cet horaire un petit peu particulier, d'avoir participé à travers les forums. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt.